Parfait. Alors c'est parti. On y va. Allons-y. Donc, en fait, nous, ça nous intéressait de discuter avec toi de ces livres-là parce que c'est vrai que la pratique de l'entretien, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et c'est un exercice sur lequel on se pose beaucoup de questions aussi. Donc, le fait de voir un ouvrage dédié à la question nous intéressait de fait. Donc, peut-être que pour commencer, on pouvait te demander pourquoi, pour toi, l'entretien est un exercice particulièrement important dans l'exercice critique en général. Moi, je peux parler que pour moi. J'étais un critique vraiment malheureux, pas heureux. Je n'aimais pas écrire sur le cinéma. J'aimais parler de cinéma avec des amis. J'aimais échanger, même passionnément, sur les films avec des amis qui soient cinéastes ou pas cinéastes ou même pas dans le cinéma du tout. En revanche, l'idée d'écrire un texte sur un film, c'est quelque chose qui me paraissait insurmontable parce que c'était pas du tout ce que je voulais de ma vie. Je voulais faire des films. Mais quand je suis arrivé pour la première fois dans un endroit où il y avait, on dirait aujourd'hui une pensée critique, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je me suis saisi de l'opportunité d'arriver dans cet endroit, en l'occurrence les Cahiers, en me disant, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire de cet endroit mon école de cinéma, et donc de parler avec les cinéastes, mais pas que, avec tous les gens qui de près ou de loin font ce qu'on appelle un film. Et petit à petit, je me portais à peu près volontaire pour tous les entretiens dès qu'il y en avait. Et j'ai gardé ce goût de l'entretien après quand j'ai commencé à travailler pour Radio Nova. Et c'est pour moi, l'entretien, c'est le plus beau chemin vers le faire, quoi. C'est toujours le chemin qui te mène le plus vite à l'envie de faire, parce que quand l'entretien se termine et que tu vas le cinéaste, le technicien, le scénariste, le comédien s'en aller, tu te dis, oh, j'ai envie de le suivre, j'ai envie de rester avec lui. J'ai pas envie de retourner dans mon bureau, décrypter ça. Et donc très vite, je me suis dit, voilà, c'est quand même la forme que je préfère. Et avec le temps, je me suis aperçu que beaucoup de ce que j'avais fait n'était pas disponible en ligne, ou l'était de manière un peu parcellaire. Et je me suis dit, ce serait bien de revenir sur cette matière, de la mettre en forme vraiment, par ordre alphabétique, c'est-à-dire pour déjouer l'algorithme de la préférence ou de l'importance, sachant que je pense que l'ordre alphabétique, c'est ce qu'il y a de plus fiable, en fait, d'une certaine manière, parce que c'est pas un ordre idéologique, c'est pas non plus un ordre quantitatif, c'est une suite logique de lettres, donc ça me plaisait beaucoup de respecter la suite des lettres. Et puis je me suis dit, quitte à retrouver un semblant de cohérence aussi sur les textes, il faut que je récupère toute la matière première. Donc j'avais conservé toutes les cassettes audio des entretiens, enfin en tout cas la majorité. Je les ai réécoutées et je les ai amendées. C'est-à-dire que ce que vous lisez, même des cahiers dans ces ouvrages, sont amendés par des nouveaux ajouts, par des notes que j'ai faites vraiment très précisément pour que le lecteur d'aujourd'hui ne soit pas perdu sur les références, sur les repères, sur les citations. Et donc il y avait pour moi tout un travail éditorial à faire. C'est pas juste ouais, je vais compiler 10 entretiens et salut, quoi. C'est vraiment un travail éditorial. Et c'est bien parce que Carlotta a complètement compris cette volonté que j'avais de faire un travail éditorial. Donc pour moi, c'est pas simplement une anthologie d'entretien. J'ai vraiment pensé les 2 volumes comme des livres. C'est-à-dire que ce sont des livres, sauf que ce sont des livres où l'écriture, pour moi, c'est le dialogue avec la personne en face, quoi. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que. Alors, à part si ça t'ennuie de parler des cahiers, mais en tout cas, nous, ça nous intéresse parce que tu dis que tu t'es porté volontaire. Je trouve ça étonnant qu'il y avait de la place pour du volontariat. Enfin, je veux dire, nous, si on a un entretien, par exemple, avec James Cameron, on n'a pas besoin de demander qui est volontaire. On va plutôt se battre pour voir qui va y aller. Donc, est-ce que c'était quelque chose de partagé, où Non, tu avais une préférence Il y avait évidemment toujours cette envie d'aller à la rencontre des cinéastes, qui est une tradition des cahiers Oui, depuis voilà, leur ce que je veux dire. naissance. Puis en plus, c'est une Ça, c'est tradition. sûr. C'est sûr que depuis le début de la revue, elle est née de ça. Elle est née sûr, oui. des rencontres avec les cinéastes, qui étaient aussi faites non seulement pour les éprouver ou éprouver le discours théorique sur eux, mais aussi parce qu'ils avaient envie de confronter leurs intuitions critiques à la réalité des gens en face. Donc quand j'étais au cahier,
Évidemment que je n'étais pas le seul volontaire, mais j'étais souvent je faisais partie de ceux qui exprimaient ça de façon assez immédiate, parce que, j'avais un toute petite avantage, c'est que je parlais pas trop mal l'anglais. Ah bah Et oui. ne parlant pas trop mal l'anglais, ça me permettait de mener les entretiens sans traducteur, sans On gagne traduction du temps. simultanée. Mm. Donc ça rend la relation à l'autre vachement vivante. Et au bout d'un moment, la rédaction s'est rendu compte que c'est un truc que j'aimais faire. Ok. Donc ils m'ont envoyé rencontrer des cinéastes, ou bien à Paris, ou bien carrément à l'étranger. Et ça, c'était extraordinaire. Et puis, parallèlement à ça, il y avait le fait que j'aimais bien voyager. Donc je bougeais beaucoup. Et je crois que j'étais un des rares rédacteurs à l'époque à avoir un passeport. Donc, On parle d'une autre époque. on passe d'une autre époque. J'avais un passeport donc je pouvais aller à Hong Kong, en Inde, rencontrer les gens. Et puis c'était une période où il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas d'internet, pas de site de cinéma, pas de blog. Et donc la parole, elle était vachement plus disponible parce qu'elle était tout simplement plus rare et plus limitée à certains journaux, quoi. Mais alors, et si on additionne quotidien, magazine, mensuel, ça laissait quand même suffisamment de place pour faire des entretiens. Et quand j'ai arrêté de faire cet exercice-là, ou en tout cas quand j'ai commencé à en faire moi, c'était au moment où sont arrivés les premiers press junkets, où les gens n'ont que 4 secondes pour poser 1000 questions et on doit arrêter, etc. Donc moi, je sais que j'ai vraiment eu un privilège de pouvoir comme ça avoir des conversations avec des cinéastes. Mais alors peut-être que t'as pas la réponse, mais par exemple moi j'ai été vraiment impressionné, je crois que c'est dans le premier tome de l'entretien avec James Cameron. Enfin moi je le trouve vraiment incroyable et je me dis qu'aujourd'hui la parole de James Cameron n'est plus disponible comme elle a pu l'être dans cet entretien-là, sur la longueur notamment. Et c'est vraiment une question qui intéresse beaucoup de gens. Par exemple tu vois Pierre Ninet qui en reparle pour dire qu'il veut faire des conférences de presse. Enfin c'est vraiment la, le junket ou l'accès aux interviews est vraiment questionné aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses pas que ça. En fait, tout le monde y est perdant parce que alors, les journalistes qui ont que 4 minutes sont perdants, mais en face, les cinéastes n'ont plus accès aussi à des questions qui leur permettent de réfléchir le travail du même niveau. Je suis complètement d'accord. Le livre s'appelle Entretien et conversation. C'était pour pas être prétentieux parce qu'au fait j'aurais pu l'appeler dialogue, mais dialogue c'est très prétentieux parce que ça renvoie à la philosophie grecque, à Deleuze. On va se calmer, je vais pas me mettre dans cet univers-là. Mais c'est vrai que l'idée du dialogue elle est importante, pas seulement pour celui qui pose des questions, mais pour celui qui les écoute. Quand on regarde toute la tradition de la littérature philosophique, Platon, c'est quoi? C'est que des dialogues entre Socrate et Zénon, en fait. Donc la question du dialogue, elle est constitutive de la création d'une idée. Et elle fait partie aussi du travail du cinéaste. Moi, en tant que cinéaste, quand je prépare un film, je dois devenir multiple et avoir des dialogues multiples avec des chefs de poste. Quel dialogue je vais avoir avec le chef opérateur? J'ai intérêt à bien le construire parce qu'après, il va avoir des répercussions sur celui que j'aurai avec le chef décorateur, avec le costumier ou la costumière, avec le directeur de production. Donc c'est une succession, c'est une multiplicité de dialogues que je dois mettre en place. Donc l'exercice du dialogue pour moi il était important et de la conversation parce qu'il m'apprenait aussi à parler à des individus selon leur capacité, leur profil, leur spécialité. Donc c'est extrêmement important même dans la fabrique d'un cinéaste de savoir parler à quelqu'un, de savoir construire l'équipe et de savoir dialoguer. Et pour un cinéaste, je pense qu'écouter aussi ce qu'on a à lui dire ou la question qu'on a à lui poser, c'est très important. C'est le début de la nuit américaine où Truffaut arpente comme ça les studios de la Victorine et il dit le travail d'un cinéaste, c'est répondre à des questions. Oui, c'est répondre à des questions déjà pratiques, mais c'est vrai que ces questions pratiques, des fois, elles se recoupent avec des vraies questions philosophiques. Si je prends un revolver plus petit ou plus grand, ça a une incidence sur le poids qu'il a dans la main de l'acteur, ce que ça fait ressentir à l'acteur dans la dramaturgie de la scène. Si le revolver est petit, il a l'impression de tenir un jouet, il n'est pas impliqué autant impliqué que s'il y avait un revolver plus lourd. Donc effectivement, quand l'accessoiriste lui propose un des deux revolvers, il faut faire le bon choix en fait. Donc il faut répondre à la question. Plus largement, par rapport au cinéaste et la pauvreté de parole à laquelle vous avez accès par rapport à même des grands noms du cinéma. Moi, j'ai eu cette histoire de l'interview Cameron, c'est très étrange parce que c'était déjà un junket, parce que c'était une suite d'interviews par téléphone.
Et donc, quand on est arrivé à moi, j'entends cette voix qui me dit Nicolas, c'est à vous. Donc, j'entends James Cameron. Hi, it's James Cameron, comme ça. Et je me dis j'ai intérêt à pas me planter, j'ai intérêt à l'intéresser parce que je dois être. C'est comme des départs d'avion sur un aéroport. Je dois être numéro 15 sur les 30, quoi. Je dois être au milieu du truc. Donc je dis j'ai intérêt à pas essayer de poser des questions qui ressembleraient à celles qu'il a déjà eues. Et donc j'ai axé tout de suite le film sur, enfin mes questions sur le film, sur cette question de la vie et de la mort, de qu'est-ce qu'on est face à la mort, quelles questions on se pose face à ça, les hommes et les femmes, à quel point son cinéma est quand même vraiment concentré sur cette question de ce qui sépare l'homme de la femme, mais aussi de ce qui les rassemble et de ce qui les réunit. Et du coup, ça a axé tout de suite les questions. Et au bout de la troisième, quatrième question, j'ai senti que ça l'intéressait, quoi. Et ce qui était très étonnant, c'est que à un moment donné, on est interrompu par une dame qui nous dit il faut terminer, James. On est en embouteillage. Et il me dit est-ce qu'on peut se reparler plus tard? Ah, je dis bah ouais, avec plaisir. Quand vous voulez, on se reparle. Donc il me dit on va se reparler. Donc ok, je dis très bien. Et puis finalement, je décrypte l'entretien et on ne s'est pas reparlé, mais il y avait cette idée qu'il voulait absolument qu'on se reparle. Bon. Et c'était la veille de la sortie de Titanic et je lui dis vous vous sentez comment? Il me dit écoutez, je joue ma peau, c'est-à-dire que si demain matin le film marche pas, je redeviens camionneur et je fais de la série Z, quoi. Et donc un mois après, c'est la sortie du film en France, donc c'est janvier 98, je crois. Et je reçois un appel de la Fox. Et à l'époque, je travaillais avec Pierre Chevalier à Arte, j'étais chargé de programme, je développais. Et mon téléphone de bureau sonne, on me dit c'est la Fox. Je décroche, on me dit oui, c'est l'attachée de presse de Titanic, Françoise de Seine, qui me dit voilà, James Cameron est à Paris, au Crillon, il aimerait te rencontrer. Ah bon? Il aimerait te voir. Ah d'accord, ok. Bah écoute, j'y sais, mais quand? Maintenant? Ah d'accord. Alors je raccroche, je dis à Pierre Chevalier, Pierre, il y a James Cameron qui veut me voir, et Pierre Chevalier me dit vas-y, ça ne peut être qu'intéressant. Donc j'y vais, et j'arrive au Crillon et j'attends. Et là, la porte s'ouvre, dans cette espèce de grand salon, on me fait attendre, et je vois un grand bonhomme qui dit ah, a face on that name, un visage sur ce nom. Et là, je suis surflatté, quoi. Je suis en mode, je suis en surflattage, quoi. Je suis en surflatterie. Je suis très très fier de moi. Et c'est James Cameron himself qui vient me parler. Et on reprend un peu le fil de la discussion qui s'était interrompue un mois plus tôt. Sauf que, si vous voulez, il va plutôt bien. Oui. Ah bah là, à ce moment-là, oui. Parce que le film n'a pas tous les records, donc il va plutôt bien. Et il se passe un truc très troublant. Je lui dis c'est quoi votre prochain projet? Et il me dit je ne sais pas, je suis vraiment fatigué. Et je dis c'est marrant, cet été j'ai relu la version, enfin j'ai relu La Guerre des Mondes de H.G. Wells. J'avais oublié que ça se passait en plein en Angleterre victorienne. Et je me dis vous feriez ça magnifiquement parce qu'il y aurait les machines de Terminator et cette période victorienne que vous traitez déjà dans Titanic, les deux ensemble vous feriez une bombe atomique. Il me dit ah je sais pas Nicolas, je sais pas. Bon voilà, donc après c'est Spielberg qui l'a fait, mais c'est marrant parce que c'était une intuition comme ça. Je me disais que c'était le prochain film à faire, c'était La Guerre des Mondes, quoi. Bah, d'ailleurs, Spielberg, grand absent. C'est vraiment un des cinéastes que je rêve d'interviewer, Spielberg, quoi. Donc tu ne l'as jamais interviewé? Oui, c'est ça, parce qu'on se posait la question de... Je n'ai jamais interviewé, ça ne s'est jamais présenté. Il fait partie, avec Lars von Trier, des cinéastes que je rêverais de rencontrer, avec qui j'aimerais passer 1 heure ou 2, quoi. Clairement. Est-ce qu'il y a comme ça d'autres noms qui sont absents pour toi de la galaxie que tu proposes avec les deux livres? Parce que pour le coup, c'est vrai qu'on se disait, il manque Spielberg dans le lot. Éventuellement, je pense qu'il manque aussi Fincher dans cette grande panoplie. Mais est-ce que toi, il y en a d'autres comme ça? Puis, en fait, moi, de tête, pour avoir un peu replongé dans certains cahiers, je sais que tu avais interviewé Moretti, par exemple. Ah oui. Pas dans non. Ces versions-là, tu vois. Donc, c'était... en fait, qu'est-ce qui faisait choix ou qu'est-ce qui... Bah, du coup, absent déjà à la base. Par exemple, quelqu'un comme Moretti, comme je suis un quart italien, je parle assez bien italien, je le baragouine, hein.
mais je parle suffisamment. Et c'est toujours la même chose. C'est mettre la personne en face de soi dans une forme de confiance. Par exemple, Morricone, je savais que ça allait être extrêmement compliqué. Ouais, en plus, oui, Mais en fait, Morricone, c'est un accident parce que j'ai rencontré une première fois pour une chaîne de télé, pour TCM. Ils m'avaient appelé parce que je faisais des émissions sur Nova. Ils m'avaient dit, on a Morricone, tu veux lui poser 5 questions, il est d'accord. J'arrive, je vois cet homme très renfermé sur lui-même, vraiment pas facile, mais je peux pas le juger par rapport à ça, parce que chacun a sa façon d'être. Quand on est un artiste immense, je pense qu'on a un peu tous les droits quand même. lui, son Et je me dis, auto-reconnaissance, bon, je vais lui parler en italien, déjà ça va l'amadouer un peu. Et évidemment, il s'est un peu ouvert, et on a pu faire cet entretien. Et après, il est revenu à Paris un an plus tard pour un concert. Et l'attaché de presse m'a dit, il se souvenait de toi l'année dernière sur TCM, qui avait parlé italien, donc il te donne un peu plus de temps que les autres. Donc voilà, j'ai utilisé ce temps pour lui poser le plus de questions possible. Et, mais par rapport aux entretiens que j'aimerais faire, bah Spielberg, oui. Lars von Trier, oui. Paul Thomas Anderson. ouais, c'est vrai, on n'y a pas Paul pensé. Thomas Anderson, Ouais, ça, oui, c'est oui, vraiment un c'est- cinéaste avec qui j'aimerais discuter. Mm. Alors j'ai fait une très longue conversation avec Wes Anderson, Oui. mais c'est pour le catalogue de la Cinémathèque française, pour l'exposition. Et j'ai envie de dire, ça compte pour moi autant que tous les autres entretiens, mais c'est un espace très différent parce qu'il y a ce lien avec lui, une amitié qui est réelle, qui est forte, qui dure depuis longtemps. Mm. Et ces conversations, c'est plus un point sur lui, son travail, qu'un entretien au même titre que ceux que j'ai pu faire ailleurs. Mm. Ça n'enlève rien à l'admiration que j'ai pour ses films, pour lui, mais l'amitié est très forte aussi, quoi. Je pourrais dire la même chose de Frédéric Wiseman, Bien sûr. que j'ai interviewé avec Pierre Simon pour la 15e des cinéastes il y a quelques années. Et je cherche encore à récupérer la trace de cet entretien parce que si jamais il y a un autre volume de questions de cinéma, j'aimerais qu'il soit dedans, évidemment. Donc tu cherches encore tes propres archives. Bah, j'ai encore des trucs, ouais, j'en ai beaucoup. Et Beaucoup. t'as quoi Bah, à part Wiseman? je sais pas, ça va. J'ai André de Toth, j'ai Hanif Kourechi, j'ai Ouais. Stephen Frears, je fais un petit entretien avec Ken Loach, qui n'est pas l'homme le plus sympathique de la planète, mais c'était intéressant parce que c'était sur son retour au cinéma avec ce film là sur les types qui font des travaux dans les maisons. J'adore ce film. Riff Raff, non Riff Raff, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, Il y a un c'est- entretien c'est- sur Riff Raff et j'aime D'accord. beaucoup Ah, ouais. Riff Raff et l'entretien est sur le film et voilà, c'est tendu mais c'est intéressant, c'est super. Donc j'ai beaucoup de trucs encore, mais bon. Parlons déjà des deux tomes que vous avez lus. Oui, Bah après, moi, une autre question qui m'intéresse, mais je sais pas si tu as forcément une réponse préétablie, mais qu'est-ce qui fait un bon entretien pour toi? Ah. En fait, ou plutôt, pour essayer de recentrer, qu'est-ce qui te donne l'envie de dire à la fin d'un entretien, là j'ai réussi mon entretien? Les indices, les signaux. Je pense qu'il y a une part de séduction, mais pas au sens péjoratif du terme. Complètement. Il faut absolument qu'il y ait une rencontre, quoi. Et si la rencontre ne se fait pas, ben, l'entretien n'est pas bon. Donc comment provoquer la rencontre? C'est une multitude de choses, hein. C'est l'attitude, c'est la patience, c'est avoir un certain sens de l'humour, c'est être à l'écoute et en même temps, dans cette écoute, arriver à construire comment la réponse te fait dévier peut-être de ce que tu avais prévu et comment tu essaies de raccrocher les wagons à des questions que tu avais dans ta tête mais qui sont plus du tout pertinentes dans le cadre, dans un nouveau cadre qui se crée. Donc faut avoir une très grande plasticité intellectuelle pour pouvoir à chaque fois réinventer le moment avec la personne et pour pas être figé ou sclérosé parce que tu avais prévu de lui demander. Et ça c'est hyper difficile, quoi, en fait. Justement, c'était la question que j'allais te poser, mais est-ce que tu as pris du temps à considérer que tu savais ou que tu réussissais à faire des bons entretiens ou parce que, enfin, je veux dire, nous par exemple, on a fait des entretiens où on s'est dit ah ouais c'est compliqué.
Si quelqu'un ne s'ouvre pas, On c'est râle. pareil. Par exemple, je trouve que dans les attitudes, dès qu'on a en face des gens qui sont pas bavards, bah il faut faire avec. Oui, Et- oui, il faut faire avec ceux qui sont pas bavards, il faut Faut faire ça avec rattraper, ceux qui n'ont enfin. pas de temps, il faut faire ceux qui viennent de raccrocher avec un proche et ils se sont engueulés. Enfin, il y a un nombre incalculable de choses à prendre en compte qui sont des impondérables et sur lesquels on n'a aucune espèce d'action. Donc, mais c'est ça qui rend l'entretien intéressant. Ah bah oui. Je Donc, trouve. du coup, toi, tu estimes avoir pris du temps à réussir, ou en tout cas à trouver la manière de faire des entretiens qui te satisfaisaient, ou Je crois qu'il faut être extrêmement. Il faut être. Quand on a une admiration pour la personne, déjà, je trouve il y a un risque qui peut être d'être trop groupie et ça saoule la personne en face, ou trop expert et on devient un singe savant et l'autre en face dit bon bah écoute, si tu fais les questions et les réponses en même temps, il n'y a aucun problème. Donc comment trouver la juste mesure? En même temps, si on pose des questions banales, la personne en face n'est pas stimulée et ça s'éteint. Donc c'est un équilibre entre tout ça, je dirais. Et d'ailleurs dans le livre, il y a des entretiens qui sont plus récents où j'ai plutôt une position de journaliste. C'est-à-dire que, Bah ça, oui, on On voulait est plus dans le t'interroger. dialogue. voilà, je suis dans un dialogue où bon, il se trouve que je fais des films, C'est ça. que j'aime parler de ce travail avec d'autres gens qui en font. Et du coup, je dis pas que la qualité est différente, inférieure, supérieure, j'en ai pas la moindre idée. Mais disons que le mode, le dialogue est déjà différent puisque la personne en face sait pourquoi je viens vers elle, quoi. Ça évolue, enfin, d'une certaine manière, c'est vraiment pas de même nature, mais enfin, on se posait même la question, enfin, et je trouve que c'est dans le deuxième où il y a un entretien par Zoom, qui est encore un truc maintenant presque récent. Comment tu prends ça en compte, ou comment ça a fait évoluer aussi potentiellement ta démarche, Oui, par exemple, sur la question de la séduction, Oui, sur le Zoom, enfin, c'est complètement différent parce que d'avoir quelqu'un en face, sachant que corporel, de mémoire, il y en a deux. Ah, ouais, d'accord, ok. Ça change tout. Je trouve que les deux entretiens par Zoom, Suchitsky et J'ai retenu celui-là. Walter Murch, Ah oui, d'accord. comme je les connais très bien, D'accord, oui, c'est dans ce rapport-là déjà. comme c'est ça des change amis, pas, ouais. mais des amis, vraiment, sincèrement des amis, quoi. Mm. La qualité de dialogue, elle est absolument Ouais, déjà pas là, du quoi. tout, voilà. Cameron, c'est par téléphone, hein, Titanic, hein. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc ça aurait pu très mal se passer, hein. Je crois pas que l'outil soit un problème dans la médiation de ce que tu as demandé à la personne. Ok. Vraiment, ça dépend de chaque... du moment même où tu es avec la personne, de sa disponibilité. Moi, ce que je trouve pas mal, c'est que si tu fais un Zoom, c'est que la personne l'a prévu. Donc, si elle l'a prévu, ça veut dire que dans son temps, c'est marqué noir sur blanc, c'est cette date-là, ce jour-là. Et je trouve que c'est plutôt plus rassurant que de se dire, je vais peut-être avoir la position 4 du press junket de mardi matin entre 10 et 11. Bien sûr. Est-ce que tu te méfies de toi-même et de tes propres certitudes ou mécanismes dans les entretiens? Par exemple, est-ce que tu essayes de te contrôler pour, par exemple, ne pas tout le temps parler de musique? J'essaie de me contrôler pour ne pas trop couper la parole à l'autre, pour ne pas trop être invasif. J'ai une tendance naturelle à être très bavard, à rebondir assez vite à ce qu'on me dit. Je pense que c'est un défaut. Donc je me discipline pour ne pas couper la parole, pour laisser un espace dans l'échange qui est respectueux de l'autre, mais en même temps, quelquefois il faut relancer, quoi. C'est très important de savoir relancer. Donc là encore, c'est un juste milieu entre l'écoute et l'action, quoi. Ça va ensemble presque. Non, il y a des questions qui reviennent parce que ça m'obsède. Après, je vais pas vous mentir, c'est que je ne suis pas entré au cahier en me disant je veux être le rédacteur en chef des cahiers, ou je veux être sélectionneur dans tel festival, ou je veux avoir ce poste dans telle fac. Donc je vous dis ça parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé au cahier, j'arrivais après la dernière génération qui commençait à faire des films.
Assayas, Bonitzer commençaient à faire des films. Donc on était la toute dernière génération, après plusieurs générations de gens. Et je voyais bien que quelque chose changeait et que écrire sur le cinéma n'était pas forcément, pour la majorité d'entre nous, une étape vers le faire du cinéma. Parce que tout changeait autour de nous et tout devenait plus dangereux, plus imprécis, plus fragile, et que c'est pas un jugement que je fais, c'est juste une... Voilà, et moi je me disais, voilà, j'ai raté toutes les écoles possibles de cinéma, ça sera mon école de cinéma. Donc dès que j'ai un entretien, je pose des questions super précises sur comment vous faites, comment ça se passe, qui fait quoi, comment vous déléguez, combien de temps, combien de jours, est-ce que vous retournez, est-ce que vous retournez pas, est-ce que vous avez des... Voilà, c'est important pour moi de savoir. Et donc, à cette époque-là, au cahier, ce constat qui était partagé, c'était avec quels autres critiques qui étaient dans ce cas-là comme toi Je ne sais pas si c'était un constat partagé. Ah, ok, pardon. Moi, je Ah vous oui, donne ok, mon ok. impression. D'ailleurs, elle n'était pas partagée par ceux qui étaient là-bas à l'époque et qui avaient peut-être envie de cinéma comme moi. En tout cas, il y en a avec qui je suis heureux d'avoir pu échanger et faire les choses. Il y a quelqu'un qui revient dans le livre deux fois. Enfin, une fois, il y a Frédéric Strauss qui m'entend à Télérama et c'est avec lui que j'ai fait l'entretien Jane Campion. Et c'était formidable parce que Frédéric, on avait un peu le même caractère, très ouvert, très à l'écoute et très à la recherche de choses un peu inédites. Et on avait fait ce canne-là, je me souviens, on avait fait ensemble Ildiko Enyedi et Jane Campion, deux cinéastes femmes. Pour nous, c'était important que les cahiers puissent identifier des cinéastes femmes avec leur premier ou second film pour un peu casser cette idée des cahiers et même de la cinéphilie comme un truc de garçon, voire de vieux garçon. Et donc, c'était très important pour nous d'aller à la rencontre de ces deux cinéastes. Et moi, j'ai des souvenirs de cette rencontre avec Frédéric. Quand même. C'était vraiment des super moments. Et puis, il y a Yanis Katsanias, paix à son âme, qui était le grand spécialiste du cinéma américain au cahier. C'est-à-dire, quand il y avait du cinéma américain, ça se réglait entre Yanis et moi, quoi. Et des fois, ça se réglait pas, on y allait ensemble. Donc, on a fait Coppola ensemble, on a fait d'autres cinéastes ensemble, et on a fait ensemble Spike Lee. Voilà. C'était naturel à la rédaction des cahiers que Yanis et Nicolas aillent à la rencontre de tel ou tel cinéaste américain. Donc voilà, c'est des gens. Il y avait aussi cette complicité, mais cette complicité de goût, de désir, d'envie, de passion, avec des rédacteurs de la revue. J'étais pas dans mon coin à faire mes choses. Il y avait quand même une espèce comme ça de collectif qui fonctionnait bien en plus, parce que moi j'ai un souvenir de ce collectif de la rédaction. On était vraiment unis et très heureux de faire tout ça ensemble et de se dire on fait ça pour les autres, on donne de la matière et les gens vont s'en saisir, vont s'en nourrir, voilà. Et moi avec Frédéric, j'étais plus dans cette envie d'avoir de la matière brute, des propos de cinéaste que dans l'envie d'écrire. J'étais tellement paresseux. L'idée d'écrire sur un film, c'était tellement la croix et la bannière. Et des fois, j'écrivais des trucs, mais vraiment sur des coins de table en 10 minutes à la dernière minute, quoi. J'ai écrit des textes, mais honteux, quoi, vraiment. Mais vraiment inénarrables, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y en a d'autres que j'ai écrits sur lesquels j'ai essayé d'être soigneux, on dira. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à être dans le faire du cinéma, travailler avec Pierre Chevalier, à vraiment réfléchir à ce que moi j'attendais du cinéma, les derniers textes que j'ai pu écrire sur les films sont très différents. Parce qu'ils ont je dirais qu'ils ont ils ont une empathie immédiate pour ce que je vois, sachant que j'en connaissais les difficultés. Donc d'un seul coup, il y a un moment donné où j'ai commencé à voir les films vraiment d'une autre manière, quoi. Et en plus, cette période-là des cahiers est assez importante dans le sens où elle ouvre, en tout cas en France,
un imaginaire sur le cinéma asiatique. Enfin, Ouais. c'est surtout. Enfin, là, tu parles de cinéma américain, mais c'était surtout autour de Hong Kong et puis de tous ces cinéastes-là que ça. Et je trouve que les 2 livres d'entretien donnent bien à voir ça. Enfin, en tout cas, qu'à un moment donné, c'est fait une vision autour de ce cinéma-là. Après, même Jane Campion sur d'autres continents. Enfin, c'est, comme- quel souvenir tu gardes de ce truc-là, de Il y a presque mondialisation, un quoi. côté, Enfin, l'histoire de la critique et oui. Enfin, le livre montre aussi une certaine histoire de la critique et quand on se met à s'intéresser à des cinéastes qui aujourd'hui sont identifiés. Mm. Et je pense que par exemple Jane Campion, ce qui est intéressant, évidemment c'est intéressant d'interviewer Jane Campion, mais c'est intéressant de l'interviewer à ce moment-là de sa carrière qui est encore très Ouais. primitif presque. Et en fait là on a vraiment une archive doublement rare. Mm. On a une parole d'une cinéaste avant les grands accomplissements qu'on connaît aujourd'hui. Ben, c'est une parole d'avance à reconnaissance. Il y a assez peu de gens qui se mobilisent pour elle. Ouais. La projection de Sweetie se passe vraiment pas bien, quoi, dans mon souvenir. Et moi, à titre personnel, c'est une sorte de coup de foudre, quoi, cette rencontre avec Jane Campion. Ouais. Parce que je vois, je suis face à quelqu'un d'une intelligence et d'une subtilité, d'une puissance, d'une force créative et morale, où je me dis, je pense que rien ne va l'arrêter. On était avec Frédéric, on s'est dit, rien n'arrêtera Jane Campion. c'est vrai que ces réponses, On en a la c'est- certitude. On est vraiment absolument ébloui par sa personnalité et aussi par ce qu'elle dit du cinéma. C'est-à-dire que non, le cinéma, c'est pas forcément emmagasiner un nombre X de films jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la... D'ailleurs, c'est très étrange parce que elle critique à un moment donné Peter Weir, qui est dans le livre à la toute fin, mais les deux ont le même discours. C'est-à-dire qu'ils disent tous les deux, nous, on n'est pas des cinéastes cinéphiles. On a découvert les films au fur et à mesure de notre expérience de cinéaste. Et ça a à voir avec l'Australie et le fait que c'est ce que j'appelle un vieux nouveau monde ou un nouveau vieux monde. C'est un pays qui a un rapport ultra compliqué à son histoire, puisqu'il est colonisé, comme elle le dit dans l'entretien, par des repris de justice, par des bagnards. Donc c'est une espèce de dépotoir de ce qu'il y a de pire dans l'Empire, pour faire un mauvais jeu de mots. Et en même temps, il y a ce rapport à une civilisation aborigène qui est là depuis toujours. Il y a ce paysage qui à la fois rappelle les grands espaces américains, mais c'est pas les grands espaces américains. Donc et je pense que ça explique l'identité très 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 particulière de ce cinéma-là, qui parle anglais, mais on voit bien que on n'est pas en Angleterre ni aux États-Unis, qui en même temps est sur des espaces qui ressemblent à ceux du grand cinéma américain, mais en même temps avec des personnages qui ne ressemblent pas du tout à ceux du cinéma américain. Et donc c'est passionnant. Et donc il y a deux cinéastes de cet espace-là dans le livre. Ça, je trouve ça c'est aussi un pur hasard, mais c'est... Et donc voilà, oui, donc pour revenir sur Hong Kong, c'est très simple. Dans les années 80, Hong Kong, il y a deux endroits où ça se passe. Il y a Starfix et il y a les Cahiers. Et c'est au même moment. Même si il y a ceux qui disent mais non, non. Bref, je veux dire, en 84, moi je suis tout jeune, tout petit. Je vois débarquer dans les kiosques le Made in Hong Kong, Cahiers du cinéma 84, et je suis en panique. Je me dis, mais où je vais voir tous ces films? Où est-ce que je vais voir tous ces films? Où est-ce que je vais pouvoir voir tous ces films? Il y a une grande rétro à la cinémathèque, mais pour rattraper les films et tout, il passe une seule fois, c'est l'enfer. Il n'y a rien qui a changé là-dessus. Là, c'est l'enfer. Donc je me dis, voilà. Et quand j'arrive au Cahier quelques années plus tard, je me dis, bon, Olivier Assayas, Charles Tesson, ils ont fait un travail monstrueux sur Hong Kong, sur Taïwan. Il faut être dans la continuité de ça. Je sais très bien qui est Tsui Hark parce que j'ai lu les entretiens avec lui dans ce numéro hors série. J'essaie de m'intéresser à l'histoire de ce cinéma. J'essaie de voir le plus possible de films. Et je me retrouve finalement à raccrocher le wagon avec ce cinéma-là par moi-même, parce que il faut continuer ce travail que eux ont commencé. Donc il y a toujours cette idée de commencer, mais aussi de reprendre un travail qui est interrompu parce qu'ils sont partis faire d'autres choses. À l'époque, Charles Tesson était producteur,
Et Olivier, il fait ses films. Surtout que là, il y a vraiment le côté premier temps identification. Et une fois qu'on identifie, on suit les cinéastes. Voilà, Donc en c'est fait, ça. c'est des cinéastes qui sont encore en activité. Donc là, il y a Oui. vraiment quelque chose de naturel à retourner les voir. Oui, Tsoar qu'il faut retourner le voir. John Woo, en revanche, c'est une découverte. En 89, quand je vais voir John Woo, je crois que je suis un des... on est à peine une vingtaine de journalistes occidentaux à avoir vu The Killer et Better Tomorrow, quoi. Parce que les films circulent pas, ils sont très mal sous-titrés en anglais, l'accessibilité à ces films, elle est très faible. Donc du coup, on est un peu privilégié. Et c'est sûr que là, le point d'entrée, c'est Tsui Hark qui le produit. Donc moi, ça légitime l'idée d'aller le voir. Parce que si Tsui Hark produit ce réalisateur, c'est que Il y a quelque chose. il y a en tout cas. quelque chose qui se passe. Et ce qui est très intéressant, c'est que la même année, en 89, à Cannes, on va voir Ildi Kognedi, on va voir Jane Campion. Et on va, à la semaine de la critique, on est genre une quinzaine, et on va voir un petit film qui est présenté, qui s'appelle As Tears Go By, et c'est le premier film de Wong Kar-wai. Donc tout ça se passe en même temps. C'est une année assez riche de rencontres, de révélations, comme un nouveau... On a l'impression qu'on assiste à quelque chose qui est en train de se fabriquer sous nos yeux. Et ça, c'est très excitant. C'est vrai que le cinéma de Hong Kong des années 90, vraiment, on l'a vu se fabriquer sous nos yeux. C'était génial, quoi. Et je pense que là où c'est intéressant, c'est que. En fait, c'est presque comme si on ajoutait un nouveau territoire sur la carte. Il y avait une exploration où l'Europe, on connaissait. Les cahiers des années 50 avaient cartographié les États-Unis, l'Amérique, pour aller très largement avec ce que ça a d'excluant du reste du territoire. Là, vous avez vraiment deux nouveaux continents qui apparaissent sur la carte cinéphile. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose de rapport à l'histoire de la critique, où c'est des moments, comme tu dis, où très identifiés, 84, 89, etc. Et là-dessus, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir donné sur la couverture des livres les années des entretiens. Il me semble que le deuxième finit en 2025. Ouais. C'est ça. Mais en fait, les années, le 21e siècle est quand même beaucoup moins traité. Les archives sont majoritairement sur le 20e siècle. Voilà, parce que... j'ai pas envie de monopoliser la parole, mais... par exemple, nous, je sais que si on devait faire ce travail-là et qu'on pouvait interviewer un peu les cinéastes qui comptent au 21e siècle, je pense que à Tsunami, par exemple, la rédaction s'intéresserait beaucoup plus à l'Amérique du Sud, à des territoires autres que ceux qui ont été cartographiés jusqu'à présent. Je pense que par exemple, en ce moment, il se passe vraiment quelque chose dans les mondes lusophones, hispaniques, qui ont des cinémas très forts, dont on voit les représentations, par exemple à Cannes. Est-ce que toi, si tu devais cartographier le 21e siècle avec des entretiens, il y aurait des noms comme ça qui apparaîtraient, qui n'étaient pas disponibles C'est pour sûr plein de que raisons. c'est sûr que là, ce qui se passe au Brésil, le film sublime l'année dernière, là, Un poète, Ouais. Oui, c'est vrai que... en Argentine et tout, c'est juste, c'est prodigieux, effectivement. Un pays de cinéma dingue. On rajoute à ça quelqu'un comme celui qui a fait Pacifiction, C'est rare, oui. Serra. On voit bien qu'il se passe un truc Puis là, majeur. Là où c'est impressionnant, mais peut-être que là c'est juste de l'ignorance de ma part, pour avoir un peu interviewé toutes ces personnes-là, par exemple on a interviewé El Pampero, Ouais. il y a une notion de collectif, il y a quelque chose de très politisé dans la démarche. Pedro Costa, quand il fait sa rétrospective, on voit des films qu'il a montés dans un collectif là aussi. Il y a une notion. Enfin, je pense que c'est des gens qui sont très politisés dans leur manière même de faire des films. Moi, je pense qu'un collectif n'est pas forcément politique, hein. Il peut être artistique, hein. Et c'est vrai qu'il y a toujours un moment donné où des gens se réunissent quelque part pour faire un truc. Est-ce que c'est assimilable à un courant? On en parle avec Agnès Varda, quand elle parle de la rive gauche et de la rive droite, où elle dit non, c'est pas assimilable au dadaïste ou au surréaliste, mais il se passe un moment, il y a toujours un moment où les gens sont ensemble. Il y a un film d'Olivia Sayas sur Roussia Haussienne, où à un moment donné, il y a un journaliste qui est interviewé sur Roussia Haussienne, et il raconte ce moment où il comprend que le cinéma nouveau va naître à Taïwan. Il a rendez-vous dans une maison avec des amis critiques, et parmi ceux qui sont là, il y a Edward Yang, il y a Hu, il y en a 2-3 autres. Et ils sont tous ensemble en train de discuter. Et lui dit, et là j'ai senti qu'un truc allait se passer. Et ça m'a fait penser je ne sais pas si vous voyez ce tableau de Fantin Latour, où il y a
Verlaine, Rimbaud. Oui. C'est un tableau de collectif comme ça, assez incroyable. Et puis évidemment, on pense, moi si c'est pas ce que je préfère au monde, ce qu'essaie de faire Linklater comme ça dans Nouvelle Vague, c'est qu'il y a un moment où des gens se mettent ensemble et ils décident de faire un truc. Et justement, pour poursuivre la question, même si on va revenir un peu au cœur de ce que vous disiez, quand je suis arrivé au Cahier, il y avait cette multitude, il y avait ce collectif, mais il n'y avait pas, ce que j'espérais. C'est-à-dire cette idée, on va faire un truc. Et donc j'ai traversé la rue. Et de l'autre côté de la rue, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que les Cahiers, c'était 50 rue du Faubourg Saint-Antoine. Aux 33 rue du Faubourg Saint-Antoine, il y avait Radio Nova. Donc j'ai traversé la rue. Et là, je suis arrivé dans un endroit qui était vraiment une ruche. Du coup, qui était vraiment un endroit où même la devise, c'était « fais ton truc ». Et il y avait des gens qui après ont été aspirés par Canal+, par machin, par les médias, mais il y avait une multitude, une pluralité de gens qui allaient de Jamel à Kolpakopoul, à Bintou. Donc on croisait aussi bien Césaria Evora dans un escalier que 3 rappeurs et DJ Mehdi, tout ça. Enfin, c'était fou, quoi. C'était une... Et là, quand je suis arrivé là, et que j'ai commencé à faire les émissions radio, je me suis dit, bah là, je vais faire mon truc. Et je savais que ça allait être la naissance d'un travail, d'un faire de cinéma. Parce que faire une émission radio, c'est assez proche de l'écriture cinématographique. Il faut trouver les morceaux, il faut savoir comment trouver le conducteur des morceaux, comment on commence, comment on s'arrête, comment on reprend, à quel moment on pousse vers des trucs un peu difficiles à écouter. Et si l'auditeur reste là, ben on lui fait plaisir, on lui donne une chose très agréable en échange quasiment. Donc tout ça, c'est l'idée du conducteur qui est une chose à laquelle je suis confronté encore aujourd'hui, ce que je fais de temps en temps des émissions sur FIP. Le conducteur, ça a été pour moi la vraie révélation de ce que c'est raconter quelque chose à quelqu'un au cinéma. C'est pas écrire un scénario, c'est trouver le conducteur émotionnel, visuel, auditif de l'histoire que tu dois livrer à l'autre. Et du coup, de faire ce truc, l'idée de faire un truc et d'être dans un collectif où on va faire un truc, ça dépasse la question de politique, ça rejoint la question de qu'est-ce qu'on fait en fait. Et faire, pour moi, c'est... Alors, si le politique, pour vous, c'est agir pour la cité ou dans la cité, oui, c'est sûr que c'est politique. Mais je dirais pas que c'est pour autant militant, parce que moi, j'ai vu du militantisme stérile, c'est-à-dire du militantisme qui produisait rien. Je l'ai vu de mes yeux. Et ça m'a vraiment déplu, parce que c'est pas ce que j'attendais d'une logique d'un collectif, quoi. Mais je pense que c'est du politique quasiment désillusionné. Enfin, c'est des Ouais, gens qui, ouais. en gros, se disent foutu pour foutu, on a plus d'espoir, plus rien à faire. En fait, El Pampero, grosso modo, c'est des gens qui vivent en marge ensemble. Et comme ils ont tous le même rêve de marginalité, du coup, ils prennent 10 ans à faire un film, mais c'est pas grave parce que dans les 10 ans, il y a 10 films qui sortent, il y a 10 personnes qui font 10 films. Mais, donc en fait, c'est un mode de vie politique plus qu'une politique militante, quoi. mais sur cette idée du collectif, de ce qui produit ou produit pas ou produit mal, je trouve que justement un poète, c'est absolument génial. Ouais. Parce qu'il y a ce type qui est vraiment... qui souffre de son talent, c'est manifeste, qui est au milieu de gens qui sont presque plus reconnus que lui, mais qui souffrent tout autant d'une autre façon, et qui repère, contrairement à ces gens, une espèce de la grâce incarnée que la pratique même de ce que lui rêve de faire n'intéresse pas. Donc c'est quand même un paradoxe total. Mais ça reflète beaucoup de choses. C'est un film de complicité par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous décrivez même, que je trouve vraiment passionnant, quoi. Et moi, je vous retourne la question. Vous voulez faire des films ? Grande question. Je pense que... Ça dépend des rédacteurs, ça dépend des gens, mais... Non, mais je voulais... Oula, nous, c'est bien ça. C'est pas grave, c'est bien. Bah, en fait, moi,
Non, mais réponds-toi. Il faut vous mouiller, vous voyez. Voilà. Littéralement, là, c'est un moment, c'est le moment psy de l'entretien. Il faut vous mouiller. Il faut vous mouiller. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'il faut vous passer les Attends. films. Oui, ouais. On va le mettre là. C'est pas grave. Il va sécher, tout va bien. Oui, oui, y a pas de problème. Euh, Je Non, propose que tu guides l'entretien pendant quelques questions. Si tu veux. Non, non, moi je serais ravi de. Ouais, non, mais c'est Je vais mettre le journal. Non, moi je vous pose la question justement. Est-ce que vous avez envie de faire du cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite? Est-ce que lorsque vous allez voir un film, vous vous dites, je suis spectateur, ça me va très bien? Ou est-ce que vous vous dites, il y a un endroit là où je ne suis pas, où j'aimerais être, qui est pas un truc. Parce qu'attention, moi l'envie de faire des films, c'était pas. J'ai envie d'être reconnu Oui. et d'avoir un truc entre les mains qui pèse 5,5 kg. Non, c'est pas du tout. Moi, j'avais envie de faire des films parce que j'étais incapable d'imaginer faire autre chose. Ouais. Tellement j'étais nul sur plein d'endroits de ma vie. Je voulais être artiste, je dessine toujours. Mais quand je voulais peindre, c'était un cauchemar, la gouache de partout, la couleur qui dépassait sur la table. J'ai dit, mais non, je comprends rien, je peux faire du dessin, mais c'est tout. Donc il y avait cette espèce de malheur de ne pas pouvoir faire des choses artistiques fortes. Ce rapport à la musique qui était très puissant et qui a toujours été un moteur. Et je me suis dit, bah voilà, la radio, les films, quoi. Ça me paraissait assez logique comme chemin. Mais c'était inentendable de pas. C'est pour ça que tous les endroits où j'étais. Alors, beaucoup de gens disent Nicolas Sada, ancien critique. Non. Moi, je suis passé par plein d'endroits. J'étais à la radio. J'ai travaillé avec Pierre Chevalier à Arte pendant 7 ans. J'ai suivi 80 films. Donc, j'ai quand même vu des gens assez dingues, de Claire Denis à Cédric Kahn, en passant par Don McCullagh. Enfin, des gens que j'ai croisés. Tsai Ming-liang, voilà, j'ai travaillé sur Le Trou, de The Hole de Tsai Ming-liang. C'est un film qui était au départ prévu pour une collection qui s'appelle 2000 Vies-Par, produite par Oecourt. Et c'était un des films de la collection. Donc, je me souviens de conférence téléphonique et de Tsai Ming-liang, quoi, pour lui dire c'est super. Donc, quand on veut me réduire à ce que j'ai été avant, je dis toujours, mais est-ce que vous diriez quelqu'un, Corentin, ancien lycéen, Ouais, je sais pas. Oui, bah, bien sûr. Nicolas, ancien bachelier? Non, il y a un moment donné, on a une vie, on va vers quelque chose. Mais j'ai l'impression que des fois, dire à quelqu'un c'est un ancien critique, c'est une manière de... Moi, je ne me considère pas du tout comme un ancien critique, puisque je n'ai jamais fait de la critique un but en soi ou une étape ou un métier. Et que écrire sur le cinéma, c'est, comme je vous disais, plutôt un accès à autre chose qui passe justement par ces rencontres, ces dialogues, ces entretiens, cette envie d'aller plus loin, cette envie même de faire plus. Je me souviens qu'en fait, quand j'ai rencontré John Woo, on a gardé le lien. Et à un moment donné, il voulait se barrer de Hong Kong et il cherchait des endroits où faire des films. Et je connaissais des gens ici dans le cinéma, déjà un peu dans la production. Et il m'avait mandaté, j'ai encore le fax, hein. J'ai un fax du producteur de John Woo, envoyé au Cahier du Cinéma en disant Nicolas Sada nous représente, Tsuark, John Woo et moi. Si vous êtes intéressés. Moi, j'avais ce truc entre les mains, j'ai dit mais qu'est-ce que je représente? Mais ils avaient une confiance qui m'avait donné. Et d'un seul coup, je me sentais récipiendaire d'un truc. Et je me disais, ah bah voilà, ça y est, je suis déjà dans un endroit où je suis plus celui qui regarde les autres faire des films, ou celui qui écrit sur les films des autres, mais je peux aider des gens à faire des films. Et ça reste toujours très important pour moi. Autant faire des films, c'est capital, autant accompagner ceux des autres, c'est tout aussi important, et je le fais. J'ai souvent fait le casque bleu pour des copains, en allant voir le premier montage d'un tel, le deuxième montage d'un autre. Ça, j'adore faire ça. Et donc voilà, donc je vous repose la question. Est-ce que vous comptez faire des films? Est-ce que vous avez envie de faire des films? Et qu'est-ce qui vous donne l'impression que c'est difficile, impossible ou inimaginable? Je sais pas. Oula, tu veux que je commence?
Oui, vas-y, peut-être. Alors, non, mais en fait, moi, c'est intéressant parce que j'en parlais justement hier. Moi, j'ai fini d'écrire mon premier essai de cinéma là, qui sort dans 2 semaines. Et en parlant justement avec Samir de Microciné, je lui disais notamment que, en fait, mais ça recoupe aussi ce que tu disais d'ailleurs, je j'ai pas du tout ce côté nostalgique du cinéma, image marquante, quelque chose que j'ai su dès l'âge de 4 ans que je voulais faire. Et en fait, je suis un peu arrivé là par hasard et je pense pas que le cinéma soit si structurant que ça dans ma vie, même si aujourd'hui il structure mon année en tout cas, enfin, ou mes quelques années passées. Et en fait, moi, ouais, pareil, c'est parce que des copains ou des copines m'ont fait lire du scénario, m'ont demandé des avis sur des scénarios, que en fait, il y a presque quelque chose de réactionnaire en moi qui s'est dit ah ouais, en fait, il faut peut-être aussi prendre part au cinéma parce que le cinéma français s'enlise tellement dans une forme qui me satisfait pas. Mais tu peux être producteur, par exemple. On manque de producteurs en France. Bah, j'ai pas assez pensé, mais en tout cas, en fait, je pense qu'il y a quelque chose de réactionnaire en se disant je suis tellement déçu par le jeune cinéma français où en fait ce qu'il y a de jeune est quand même très enlisé dans des formes en fait à la première minute du film on voit très bien où ça va aller, on voit tout ça et en fait je pense que c'est quelque chose qui est aussi en lien avec les modèles de financement, avec les attentes et en fait si moi j'avais envie de faire du cinéma, je pense que je vais un petit peu écrire pour voir ce que ça donne par plaisir d'essayer plus que par envie, ce serait pour justement travailler autrement et ne pas être dépendant des aides et des guichets qui après vont en fait nous dire oui mais en fait il faut que du coup il y ait de la dramaturgie, qu'à la fin il y ait une résolution. Ouais. Et en fait je pense que la première envie est de faire chier ce monde-là, de l'envoyer valser et de... Par exemple moi j'ai toujours des... Enfin c'est quelque chose qu'on se dit beaucoup notamment quand on voit les premiers ou les deuxièmes films. C'est des gens qui sont plutôt jeunes mais qui ne parlent pas comme nous. C'est des gens qui sont pas drôles, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes comiques, alors que je pense que c'est quelque chose qui est très identifiable à des générations. Enfin, c'est des cas très concrets, mais par exemple, moi je sais que à Tsunami, entre nous, un comique qu'on utilise beaucoup, c'est de reprendre la mimique de quelqu'un pour se moquer de lui. Donc la manière de parler de Corentin, et en fait je vais refaire Corentin, et en fait c'est très clair que c'est de la moquerie, mais qui est complètement portée par de l'amour. Et ce genre de choses, on ne le voit pas. On voit jamais des gens faire des blagues, on voit jamais. Donc en fait, il y a presque un côté, presque nouvelle vague, quoi. Un esprit de sérieux, tu veux dire. Ouais, il y a un esprit de sérieux qui est étouffant, et puis c'est toujours voilà, des trucs très. Alors, je cadrés. rebondis sur ce que tu viens de dire. Ça a été le grand désenchantement aussi de toutes ces rencontres. Ça a été un désenchantement personnel, c'est-à-dire que je voyais quand même principalement des cinéastes étrangers confrontés à des gestes de cinéma à faire, à rêver ou à accomplir dans un contexte qui n'était pas du tout celui du cinéma français. Et donc moi, mon désir de cinéma, c'était pas le désir d'être cinéaste français, c'était d'être cinéaste. Je crois que c'est un Malaparte qui croise Rossellini dans un train et il écrit dans le journal d'un étranger à Paris, je crois, c'est le livre, quelle chance il a Rossellini puisque son pays c'est le cinéma. Et moi je pense que vraiment depuis toujours j'ai pensé que c'était mon pays le cinéma. Voilà, mes parents sont pas nés en France, ils sont arrivés en France dans les années 50. Moi j'ai une éducation assez classique mais en même temps dans un environnement où on parlait plusieurs langues, où je croisais des gens du monde entier, où j'avais cette espèce de polyvalence qui était peut-être liée à mon histoire familiale, je sais pas. Voilà. Mais du coup, j'avais du mal à me penser ou me projeter comme un cinéaste français. Les cinéastes que j'aimais faisaient des films et j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse des films comme eux, ou qu'ils ressemblent à ces films-là. Donc tout de suite, dans mes films, il y a eu plusieurs langues. Il y a de l'anglais, il y a du français, il y a plusieurs langues. Et j'ai vu à quel point ça devenait un casse-tête, par exemple, pour certains financements. On me dit attention, si tu dépasses un certain pourcentage de langue non française, t'as pas des aides et tout. Je dis mais pourquoi je suis posé être dans le pays le plus cinéphile du monde, pourquoi je suis face à un tel réseau d'empêchements? Et on me dit, mais non, tu te rends pas compte, c'est un cinéma qui est basé sur les aides, sur les trucs, on a le meilleur système du monde. Et je dis toujours aux gens qui me disent, si on a je dis toujours aux gens qui me disent, on a le meilleur système du monde, je dis, écoutez, si on a le meilleur système du monde, pourquoi on fait pas le meilleur cinéma du monde? Donc voilà, donc à un moment donné, il y a un problème. Donc moi, c'est vrai que la fréquentation de ces talents m'a mis un peu dans une position, je dirais, naïve, mais pas d'enfant gâté, hein, naïve, où je dis non,
Je suis pas d'accord. Je veux pas, pour faire des films, être ajusté à la logique de ceux qui me disent qu'on a le meilleur système du monde. Parce que ça peut plus... Dans l'envie que j'ai de cinéma et dans l'ambition que j'ai de cinéma, ça rentre pas. Donc, résultat des courses, j'ai fait un peu moins de films que j'aimerais. J'ai fait aussi une série. Dès que je peux pas tourner, j'essaie de faire un film court, un truc qui ressemble à un essai, quelque chose qui puisse me permettre de fabriquer des choses. Mais mon premier film, je l'ai tourné à Londres. Oui. C'était impensable de le tourner à Paris. Et j'étais entouré de gens qui disaient, faire un premier film à Londres, mais vous n'y pensez pas. Vous pourrez jamais faire un premier film à Londres, c'est trop cher, c'est trop compliqué. Il y a toujours ces c'est pas des interdits d'ailleurs, c'est des blocages. C'est pas du tout la même chose. Et donc c'est vrai que cette pratique des entretiens avec des cinéastes qui, avec lesquels j'avais envie de me balader après, m'a pas non plus m'a pas donné une vision raisonnable de ce métier. Il m'a pas donné une envie de faire les films dans cette logique qui s'offre en plus et je crois qui est pour certains une super opportunité de faire des trucs. Hein. Je veux dire, le système tel qu'il est en France, effectivement, il permet sûrement de faire plus de films qu'ailleurs et on aurait tort de pas s'en servir. Sauf que moi, alors c'est pas de l'orgueil, il y avait cette idée de mais non, j'ai envie d'aller ailleurs, quoi. J'ai envie de voir ailleurs. Donc, je vais à Londres, je vais en Inde, ou bien je filme des Américains à Paris. Enfin, j'ai envie alors que mon premier court-métrage s'appelle Les Parallèles. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'enverrai un lien avec Mathieu Amalric. C'est vraiment un film. Moi, j'étais persuadé de faire un film américain des années 70. C'est vraiment un film nouvelle vague, années 60. C'est entre du Louis Malle et du Romer. C'est pas du tout un film américain des années 70. C'est mon film le plus français, d'ailleurs. C'est celui qui a le plus voyagé. Mais j'avais l'impression avec ce court-métrage quand on n'était pas un, j'avais dit à tout le monde, voilà, j'ai fait un premier film français avec les 40 minutes pas bien que j'ai coupé, donc ça fait 30 minutes du coup. Donc c'était vraiment mon premier film. Du coup, Espion, pour moi, c'était mon deuxième film. C'était pas mon premier film. Mais par exemple, alors je sais pas si tu l'as vu, à quel point tu connais ce système, peut-être même mieux que nous, mais nous, il y a un an ou deux, en tout cas moi, mon film préféré de l'année où il est sorti, c'était Aimer perdre des frères Guit, qui a été tourné en Belgique. Ah, on a beaucoup parlé de ce film. Bah, en fait, ce film-là a été produit parce qu'en Belgique, ils ont un guichet d'aide spécifique aux films, je crois, de moins d'1 million d'euros. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est quasiment un laboratoire expérimental où des films qui n'ont pas besoin de beaucoup d'argent pour exister peuvent être financés quand même. Donc le budget suffit à ce qu'on... Si vous dites j'arrive, voilà, j'ai un scénario à 850 000... Je crois que c'est un truc un peu comme ça. Bah, ça dépend de ce qu'on raconte. Si c'est ça replace de fait la Belgique sur la carte, où en fait c'est un cinéma qui produit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Il y a une toute petite communauté en plus. Tout le monde se connaît. Et ça, c'est vachement bien. C'est ce qui m'a frappé quand j'étais à Hong Kong. La communauté est très étroite. Donc tout le monde se connaît... ensemble. Le problème que moi je pense qu'il y a en France, c'est qu'on ne fait pas la communauté. Et ce qui devrait faire communauté, c'est un amour commun des films. Mais comme il y a plus le besoin de survivre, en tout cas, disons que ça rentre presque plus en ligne de compte que même dans le cinéma américain, où je connais quand même quelques réalisateurs, il y a toujours un moment donné où je vois bien que peu importe ce qu'on pense de leur film, Paul Thomas Anderson et le mari de Greta Gerwig, comment il s'appelle, Noam Baumbach, Wes Anderson et je sais pas qui sont très heureux de parler du film de Kleber Mendoza à la Cinémathèque à Los Angeles. Je trouve ça merveilleux, ça. Je trouve il y a toujours un moment donné où ils sont très contents de se retrouver pour parler des films des autres, qui est un truc qui je trouve manque un peu ici. Ce plaisir, chez les cinéastes, hein, ce plaisir de parler des films des autres ou des films du passé, des films même qui nous construisent. Je trouve qu'il y a une espèce de... Moi, en tout cas, j'ai un manque par rapport à ça. Voilà. Alors toi, Corentin, est-ce que du coup à moi. Et toi alors, Corentin, ton premier film, c'est pour quand? Bah écoute, on est le 22, donc c'est pour le 29. Oui, voilà, c'est ça. C'est en cours de post-production, non. Bah moi, c'est
presque l'inverse de Nico, c'est que je crois que j'ai des éléments fondateurs où en fait de base moi je voulais faire de la musique de film avant de faire des films. Génial. Enfin c'était un truc qui était presque très obsessionnel, mais Donc t'es lié, musicien. oui. Enfin là je le suis un peu moins parce que j'ai un peu perdu la pratique, mais pendant longtemps je faisais de l'euphonium. Enfin pendant 10 ans j'ai joué dans un brass band et en fait je je conscientise l'idée que le collectif est né de cette première expérience de musique collective et en fait, d'entreprise collective, parce que c'était un brass band amateur dans le sud de la France, et du coup c'était vraiment cette idée de tous les jeudis on va répéter, et puis une fois par mois se jouer dans un petit village un concert de brass band, et on faisait enfin bon, il y avait cette première expérience collective, et après c'est des films précis qui en fait détourne l'idée que en fait c'est pas forcément la musique première qui m'intéresse, c'est la réalisation, et après derrière enfin pour aller vite, moi c'est Mauvais Sang qui cristallise quelque chose de où d'un coup en fait c'est le rapport image-son qui va encore plus m'intéresser et me passionner, et d'autant plus dans un état d'esprit qui moi m'intéresse beaucoup, qui est la relation métafilm, et au fait que lorsqu'on fait un film il y a toute une histoire du cinéma enfin, on débarque pas de nulle part en tout cas. Enfin, moi, c'est toujours cette idée-là qui m'anime et que je conscientise et que je trouvais en fait magnifique dans les films de Carax, et plus particulièrement dans Mauvais Sang. Et où est-ce que quand même fait des films. Oui, voilà, mais en fait, en gros, du coup, avant que j'arrive à Tsunami, moi, j'ai mes études de cinéma, où en tout cas, je fais une classe préparatoire pour tenter les concours de grandes écoles que je n'ai pas, mais je tente de faire j'ai quelques courts-métrages que j'ai un peu fait à la fois à Paris 8, à Paris 3, ou en tout cas avec avec un collectif que je m'étais fait d'amis de prépa. Et Tsunami devient une sorte de nouveau collectif aussi où en fait moi il y a eu une phrase clé à un moment dans un entretien, mais alors je sais plus si c'était en off ou si c'était dedans, mais ou si c'est quelque chose que j'ai pris quelque part d'autre, mais c'est Thierry de Peretti qui dit écrire sur le cinéma c'est déjà faire du cinéma. Et en fait moi c'est là où il y a eu un peu un switch, je trouve, à la fois dans ma pratique de critique et après dans ma manière aussi d'appréhender comment cela me nourrit, mais que du coup Tsunami est devenu une sorte de nouvel accélérateur, je trouve, autour de ça. À la fois dans les entretiens, parce que pareil, c'est un exercice qui moi me passionne et que je trouve très pertinent et intéressant. Et après, bon, à côté, j'ai une micro-pratique de radio à Radio Campus, où là aussi je menais une émission de musique de film dans laquelle j'ai eu quelques entretiens aussi de temps en temps, que j'ai mené pendant 3 ans. Là que j'ai arrêté parce que j'y trouvais plus mon compte, et en tout cas ça m'a moins j'y allais moins souvent avec l'agnac pour y aller, quoi. Donc je trouvais ça plus pertinent en tout cas d'y retourner, mais c'est toujours quelque chose qui m'anime profondément, le lien musique image au cinéma, et c'est principalement là où je trouve mon bonheur, on va dire, en tant que spectateur déjà, et puis après derrière dans mon rapport après aux gens qui le fabriquent, et du coup c'est toujours ce truc de se dire quand je vais voir un film, se pose la question de la fabrication, et se pose la question de comment dans ce film-là, porté par un nom, un réalisateur, une cinéaste ou qu'importe, arrive à faire collectif, arrive à faire ça. Enfin, Alors la musique, c'est bien qu'on en parle, parce que pour moi, si on me mettait un revolver sur la tempe en disant tu dois choisir cinéma ou musique, je dis aucun problème, laissons tomber le cinéma, on garde la musique. Voilà. Parce que la musique, pour moi, c'est importantissime dans ma vie, dans ce que ça peut produire, dans ce que ça peut générer. Je peux pas écrire de scénario sans musique. La musique, elle est en plus, on parlait des empêchements dans le cinéma français. On voit que dans la musique en France, il n'y a pas eu d'empêchement. Quand la French Touch a décidé de chanter en anglais et de voyager, il y a eu zéro problème, quoi. Et ça a été la French Touch. On savait qu'ils étaient français et ils chantaient en anglais. Et où était le problème ? Le metteur en scène danois le plus connu du monde tourne en anglais depuis 25 ans. Lars von Trier, tous ses films sont en anglais. Donc ces blocages sur la langue de tournage, par exemple en France, moi ça me rend fou. Et j'admire la liberté des musiciens qui ne sont pas face à ce type de blocage. Et alors quand on passe en plus à la musique instrumentale, c'est encore plus beau, ou orchestrale, parce que là on n'a plus besoin du langage. On est en dehors du langage, donc on est en dehors des jugements qui peuvent même
filtrer mal une œuvre d'art, quoi. Ouais. Donc la musique, pour moi, c'est importantissime. C'est que le plus grand film de l'histoire du cinéma, c'est Le Sacre du Printemps de Stravinsky. Pour moi, c'est l'espèce de truc. Je suis obsédé, C'est vrai comme que vous tu savez, partages par souvent Prince. ça. La musique, c'est importantissime. Et c'est pour ça que je tenais à ce qu'il y ait évidemment des conversations sur la musique et des musiciens dans les 2 livres. Et voilà, peut-être que ça peut nous aider à rebondir, d'ailleurs. Tu écoutes toutes les formes et genres de musique ou il y en a... À peu près, il y a des trucs que j'écoute pas du tout. Je connais pas très bien la musique industrielle. J'écoute pas d'heavy metal. Ouais. Ok. Je devrais, d'ailleurs. Hard rock, je connais mal. Mais j'écoute quand même beaucoup, beaucoup de trucs, quoi. Ouais. La techno, par exemple. La techno, j'aime bien, ouais. Mais je suis en retard sur ce qui se passe aujourd'hui, quoi. J'ai un goût de techno déjà un peu daté, quoi. Ouais. Ouais. Je réfléchis, mais... Bah moi j'ai une autre question, c'est un peu une déviation mais on retombe sur notre chemin. Mais je trouvais ça assez beau quand tu racontes comment tu as traversé la rue pour aller chez Nova. Moi j'ai l'impression que dans ce que tu dis, il y a l'idée de t'as fait respirer ta passion pour le cinéma en pouvant la verbaliser oralement, en introduisant la musique, le dialogue aussi évidemment. À quel point l'image qu'on se traîne dans la critique depuis la nouvelle vague de rentrer dans la rédaction, aller faire les grands entretiens avec les Américains et tout ça, a été structurante ou pondérante pour toi? Parce que par exemple, nous, à Tsunami, on l'a un peu fait par nous-mêmes avec les cinéastes qui nous tombaient dessus. On a créé un peu comme ça une communauté où, bah, tu vois, Thierry de Peretti, il est corse et c'est quelqu'un qui est devenu très important pour nous. À quel point pour toi il y avait cette espèce de gros héritage qu'on retrouverait un petit peu dans le livre avec cette surreprésentation du cinéma américain qui a en effet été important pour les cinéphiles de ta génération. Mais est-ce que pour toi il y a un poids comme ça de cet héritage Il y avait un poids, ça c'est sûr. Et il y avait même un marqueur qui était le livre de Truffaut et d'Hitchcock, qui était un peu ma Bible, quoi. Qui est un peu le bouquin où je me suis dit, ah d'accord, c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est le livre qui m'a fait comprendre que effectivement La mort aux trousses c'est mieux que Les canons de Navarone, quoi. Et qu'effectivement The Thing c'est mieux que beaucoup de trucs qu'on nous vendait à l'époque comme les films de festival prestigieux. Ouais. Donc il y avait cette initiation au goût et à l'idée que si on sait, si on sent comment, si on le sent, on le voit, et si on le voit, il faut comprendre pourquoi c'est bien. Et pour comprendre pourquoi c'est bien, il faut parler aux gens qui font. Donc il n'y avait pas du tout cette idée d'être ah là là, je prolonge Chabrol et pff, non. Il y avait l'envie de me dire je vais faire comme eux, j'ai essayé de comprendre comment c'est fait, et le mieux c'est de parler avec ceux qui font. C'était toujours identifier ce que j'aimais, essayer de comprendre en quoi ça se rapportait à d'autres trucs que j'aimais qui n'avaient rien à voir, et après essayer de discuter avec les gens qui produisaient ça pour leur dire mais comment vous faites. C'est une première étape. Puis la deuxième étape, c'était cette notion de valeur, de hiérarchie, que moi, à laquelle moi j'étais par moments un peu trop dépendant, et en même temps qui est pas inutile, parce qu'autrement on aime tout et n'importe quoi. Et moi je pense pas qu'il y a un truc facho dans le canon ou dans la hiérarchisation des choses, sauf que moi je le dis avec énormément de provocation, je ne vois pas comment on peut faire une contre-histoire du cinéma. J'en parlais l'autre jour avec quelqu'un, je ne vois pas comment on peut faire une contre-histoire du cinéma, pardon, pour moi il n'y a pas d'histoire du cinéma. Il n'y a pas d'histoire du cinéma parce qu'en fait le cinéma ça prolonge autre chose. On en parle beaucoup avec Walter Murch, et d'ailleurs Walter Murch il parle de la peinture, et à un moment donné à Belferrara, au détour du 20e whisky, il dit ah tout a commencé avec un mec qui a peint des trucs sur une grotte. Donc je me dis les deux quand même qui ont aussi des obsessions pour l'Europe, pour l'art et tout ça, ils savent très bien que ce geste du cinéma c'est un geste qui poursuit d'autres choses dans d'autres arts, quoi. Et que peut-être le cinéma c'est quoi? C'est la jonction de la littérature, de la peinture, du ballet et de la musique. Que c'est un point de jonction du truc. C'est pas un art et du coup, par rapport à ça, c'est vrai que oui, on construit après ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, mais on peut être aussi complètement étonné par quelque chose qui a priori n'a rien à voir avec, entre guillemets, ce que sont nos goûts. Et pour moi, si tu veux, le film de Mécasse sur le mariage de... Comment il s'appelle ce cinéaste underground qui a fait Les Saisons Je sais pas.
C'est un cinéaste de grande France. Marcel Hanoun. Oui. Il y a un court-métrage de Jonas Mekas, c'est le mariage de Marcel Hanoun à New York. Donc il le suit de chez lui, ils prennent le métro, ils vont à la mairie. Bah, pour moi, c'est aussi beau, admirable et bouleversant que un grand film de David Lean. C'est-à-dire que ce que ça produit sur moi est le plus important. Et j'ai ce même rapport non hiérarchique à la musique. C'est-à-dire que bon, le concerto 21 de Mozart, pour moi, pour piano, c'est à tomber par terre. Et il y a des disques de Prince ou des Beatles qui sont pour moi... Après, vient toutes ces questions un peu étranges du genre, des familles, des classifications, des ensembles, des sous-ensembles, qui, je pense, font du mal à la façon dont on voit les choses. Boucler un petit peu, est-ce que du coup, la conclusion de cette question et cette réponse serait de dire que c'est finalement un hasard, entre guillemets, si les entretiens que tu as menés et qui ont été importants pour ta génération, pour ta cinéphilie, étaient avec des cinéastes américains, plutôt qu'avec les cinéastes français dont on disait que ils sont un peu le hors-champ de ton livre? Est-ce que c'est un hasard? C'est pas qu'un hasard, il y a une question éthique aussi, et morale. Entre l'âge de 25 ans et de 32 ans, 33 ans, je travaille avec Pierre Chevalier, et dans les bureaux de Pierre Chevalier, je croise tout le cinéma français, de Claire Denis à Cédric Kahn, en passant par Clapiche, dont je vois les rushs du Péril Jeune. C'est le premier film que je suis à Arte. Donc à un moment donné, j'ai pas, en plus de les accompagner, de voir ce qu'ils font, de voir leurs angoisses, etc., écrire sur eux, ça me paraît indécent. C'est un interdit, c'est même pas un non-dit. Et puis, comme je le dis toujours, il y a cette idée que je veux que mon pays, le cinéma, donc je veux faire partie je veux pas faire du cinéma, je veux faire des films, mais je veux appartenir à ça. Et il y a un truc qui est formidable, en tout cas aux États-Unis, c'est que si tu as fait un court-métrage, bah, tu es cinéaste. Donc toi, tu es cinéaste. Voilà. Et je trouve ça très bien, je trouve ça très sain. Et ça vient, je pense, d'une culture que j'aime aux États-Unis. On peut peut-être, du coup, continuer sur, là, maintenant, comment tu lis la critique et comment... comment elle construit maintenant ton rapport à la cinéphilie Alors, je vais être très franc. Aujourd'hui, si je dois voir un film du passé ou du présent, ou essayer de me dire est-ce que ça vaut le coup que je donne 2 heures de mon temps à cette série B américaine de 74, ma source d'infos, ça sera Letterboxd. Ok, ouais. Voilà. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que c'est vrai que on en a pas reparlé, mais tu as un rapport aux réseaux sociaux assez développé et construit sur. Mesuré en même temps. Hein. Pardon ? Il est mesuré en même temps. Oui, bien sûr, mais, oui, non, mais en tout cas, tu existes sur les réseaux sociaux. J'ai pas Facebook. Ouais. Bon, j'ai LinkedIn, mais pour d'autres raisons, parce que j'ai rencontré des gens déments, dont l'arrangeur de Prince, Brent Fisher, qui est le fils de l'arrangeur corde de Prince. Et donc ça a été une rencontre dingue, parce que j'ai comme des cours de musique privés avec lui une fois par mois. Il me parle de musique, on échange des trucs. Je prépare un film d'horreur en plusieurs épisodes, un peu à la Bigane, et il va sans doute faire les cordes. Voilà, j'aimerais qu'il fasse les cordes du film. Donc voilà, c'est un peu le projet, quoi. Le projet fou du moment. Et donc effectivement... oui, pour parler de ce que je fais sur les réseaux sociaux, sur Letterboxd, c'est au 7 millième degré, je pense. J'espère que les gens le comprennent. Et je suis pas un fou je poste pas 70 choses par jour. Je suis assez mesuré. Et Instagram, j'aime bien partager des trucs que je trouve cool, quoi. Oui, ça, oui. Bon, voilà, en tout cas, moi, je trouve ça assez beau comment, sur les réseaux sociaux, tu as rendu visible presque une quête toujours en cours de où se passe la modernité. Et par exemple, quand tu nous partages ta passion pour l'animation, les films d'animation aujourd'hui, en fait, je suis ému de me dire, putain, à son âge-là, il fait ça, il va à fond. Et en fait, je suis content de me dire... il est tellement plus clairvoyant que moi qui devrais, en théorie, si on reste un peu boomer, c'est plus des images qui sont pour ma génération, pour moi. Et toi, tu les vois mieux que moi, et tu les vois, et je trouve ça super émouvant, en fait. Pour parler de Demon Slayer, voilà. Du coup, voilà. Parce que je suis pas fou de tous les animés. Je trouve qu'il y a dans l'animé japonais, de ce que j'en connais, il y a
une tendance ultra ultra choc, glauque et parfois un peu morbide qui moi me fait un peu froid dans le dos. Il y a une tendance extrêmement, je dirais, solaire qu'on retrouve aussi bien dans les films de Miyazaki que dans d'autres films animés japonais contemporains, de festivals pour certains. Mais pas seulement, Your Name par exemple. Mais après, il y a ce truc, il y a cette espèce, ce choc que j'ai en découvrant Demon Slayer. Il y a quelques années, c'est un choc. C'est-à-dire que je vois Le Train de l'Infini et je vois toute la série et je me renseigne. Je sais que c'est l'adaptation en fait, d'un manga qui est écrit par une jeune femme qui a 36 ans. Donc je me dis, cette femme est un génie. En plus, c'est un manga pour garçons, donc c'est un shonen, donc c'est une femme qui écrit un manga pour garçons. Et je me dis, tout a du sens, c'est pas pour rien que ça m'intéresse, parce que je vois là-dedans quelque chose que je vois pas dans les autres mangas, une douceur, une tendresse, une humanité incroyable. Après, il y a ça raccorde avec ce que j'adore du cinéma japonais, les films de samouraï, les films de Suzuki, les films de Kurosawa. Donc j'ai un lien, j'ai un point d'entrée qui est hyper fort, Ça raccorde aussi avec tout ce que j'aime dans le cinéma d'horreur classique, c'est la Hammer, c'est un truc du... Ouais, les vampires, c'est pas des gens cool qui fument des bidis et qui tombent amoureux, quoi. Les vampires, c'est vraiment des horreurs totales, quoi. C'est des monstres, quoi. Vraiment, c'est des monstres. Donc l'idée que le monstre devient une chose dont on peut se méfier, ça me plaît. Parce que moi, tout le discours sur la monstruosité, la poésie de la monstruosité, j'en ai un peu marre, en fait. Et puis au final, J'en peux plus, quoi, en fait. Ça me fatigue. C'est pas que j'adhère ou que j'adhère pas. C'est que c'est... Moi, j'ai grandi dans la peur, dans l'effroi des films d'horreur. J'avais peur dans le noir. Donc moi, j'aime bien cette peur viscérale, originelle, que je retrouve dans Demon Slayer. Je trouve ça super fort. Et Demon Slayer, ça m'intéresse aussi, parce que je pense que ce sont des objets de cinéma qui déjouent la logique industrielle de notre époque. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faudrait quand même que les gens qui font des films, qui les produisent ou qui les financent, aillent voir en salle le Château de l'Infini, par exemple, pour réaliser que les spectateurs de ces formes-là ont une ouverture d'esprit qui est inimaginable. Je veux dire, même moi à 25 ans, j'aurais vu la fin de la Guerre des Étoiles, et tout à coup, au milieu du duel final, on me dit... Minute Papillon, on va te faire tout un flashback sur pourquoi le père de Skywalker est tombé du côté obscur de la Force. Ben non, je suis en pleine bagarre, tu vas pas me faire tu vas pas t'arrêter. Si, je vais m'arrêter, on va s'arrêter net dans l'action. Mais il n'y a qu'Alain René qui fait ça. Ben moi, je fais. Voilà. Donc, dans Demon Slayer, on a des combats titanesques avec des effets visuels qui sont absolument indépassables. Et tout à coup, ça s'arrête net, il y a un noir, il y a de la neige qui tombe sur l'image, on se croirait dans je sais plus, l'amour à mort d'Alain René. Ouais. Et tu as une voix off qui te dit avant d'être un démon, j'étais quelqu'un de bien. Et tu tournes la tête et tu as une diversité dans la salle qui est dingue. C'est-à-dire qu'il y a... Déjà, il y a moi, donc qu'est-ce que je fous là? Mais il y a des gens de tous les âges, de toutes les générations, de toutes les confessions. Il y a une unité dans cet amour de ce qu'on regarde qui est dingue. Il y a un collectif, tu vois ça que dans les concerts, en fait. Une espèce de collectif de gens, ils sont là, chacun pour des raisons différentes. Ils ont chacun une raison différente d'être là, mais ils sont tous là ensemble. Et je me dis, mais ils sont en train de bouffer la popcorn, ça ne leur pose aucun problème. Et en plus, la salle est pleine, et le film est en japonais. Et t'as envie de dire aux gens qui financent, mais arrêtez. C'est-à-dire, oui, les gens veulent pas voir ça. Attends, plus d'1,5 million d'entrées. Avec en plus, j'avais lu un article intéressant dans Le Parisien, que je lis souvent parce que c'est un journal marrant. Ils avaient fait une page sur le phénomène Demon Slayer. Et ils avaient interviewé des gens qui avaient vu le film par accident, genre Monique, j'ai accompagné mes fils parce qu'ils sont trop petits pour aller au cinéma. Jean-Pierre, c'est pas mon truc l'animé japonais, mais comme mes garçons voulaient y aller, bah, j'ai trouvé ça cool. Une autre fille, Julie, comme je voulais pas rester chez moi à scroller, que mon mec est dingue de ce truc-là, je suis allé avec lui, j'ai trouvé ça trop cool, même si j'avais pas vu les autres. Je me suis dit, mais c'est magnifique. C'est-à-dire que le prochain, ça va être le double d'entrée.
Et est-ce que ce que ça ouvre? Alors, d'accord, c'est des séries, et c'est vrai que Le Château de l'Infini, c'est sans doute une saison entière au cinéma. Tout ça se discute. Mais n'empêche, ça ouvre des lignes de ce que peut être le cinéma populaire qui est dingue. C'est dingue. Donc moi, ça me passionne. Et Ça me alors passionne parce que ça m'a passionné comme quand je disais à qui voulait l'entendre dans les années 90, je vois pas trop de différence entre Jeanne Dielman et Halloween. Pour moi, c'est à peu près la même chose, quoi. Et je préfère Halloween, hein, mais j'aime beaucoup Jeanne Dielman. Mais Halloween, franchement, revoyez le film. euh, Si tu montres ça à quelqu'un d'A24 ou à, je sais pas, à un studio américain, ils vont dire il y a un problème là. C'est quoi ce film Intello? Ouais, C'est-à-dire qu'Halloween, c'est plus A24 que tous les films A24 mis bout à bout. The Village de Shyamalan, qui est un film que j'adore, c'est du A24 avant A24, mieux qu'un 24 parce que c'est pas un 24. Voilà. Donc c'est quand même. Ça montre qu'il y a une telle porosité entre un geste radical et un geste commercial. commercial, que moi, c'est ça qui m'a toujours intéressé dans l'envie de rencontrer tous ces gens. C'est que je savais bien, alors à un moment donné, Carpenter, quand j'ai rencontré, il m'a parlé du Fantôme de la Liberté, j'avais complètement oublié, puis j'ai revu le film. Il y a quand même la séquence du sniper, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un sniper autour de Montparnasse qui tue les gens dans la rue. Je me suis dit, mais c'est Assaut, en fait. Tout est là. Enfin, en tout cas, il y a- Et donc d'un coup, il y a rien, quoi. moi, c'est ça que j'aime dans la musique, c'est que quand les Beatles, ils appellent George Martin, leur producteur, en disant, peux-tu demander à des musiciens du label classique de venir chez nous faire le quatuor à cordes pour Eleanor Rigby? Ben, il y a une plasticité comme ça de... Et moi, je pense qu'il faut être plastique dans sa façon d'aimer les choses, qu'il faut tout le temps connecter les choses entre elles, même les plus opposées, les plus différentes, parce que c'est comme ça qu'on... Ben moi, c'est comme ça que je construis mon envie de cinéaste, hein. Après, on parlera, si vous voulez, des films que j'ai faits, mais ça a été constitutif de ce que je fais. C'est-à-dire que jamais je trahirai mon amour de ces deux choses. C'est-à-dire que j'ai aimé Star Wars et Hitchcock avant de découvrir Bergman et Dreyer, mais je sais que j'ai aimé chez Bergman et Dreyer ce que je trouvais vraiment cool chez Hitchcock ou même Carpenter, et que maintenant je vois chez Carpenter et chez Argento des trucs que j'aime chez Antonioni et Bergman. Je vois très bien comment tout ça circule. Bien sûr. Le cinéma italien, c'est purement génial pour ça, parce que comme justement, eux, ils ont fait communauté. Ils travaillaient tout le temps ensemble. J'ai revu l'autre jour, il était une fois dans l'Ouest, je voyais le générique. Ah bah oui. Montage, Nino Barali. Nino Barali, je cherche le nom. Je dis merde, il a monté Salaud. Oui, bah, Mm. Donc eux, ils avaient Ouais, une complètement. facilité. Donc cette plasticité des créateurs, elle devrait être celle des financiers Complètement. et des spectateurs. Voilà. Et alors, juste pour revenir à Demon Slayer, parce qu'en fait, ce que tu décris, je pense que c'est quelque chose de très précis et qui est à l'origine de la cinéphilie. C'est découvrir quelque chose qui, d'un coup, devient la chose la plus importante au monde. Et en fait, on se dit, c'est pour ça que j'aime le cinéma. Donc, oui, il y a cette excitation que rien ne peut arrêter. Est-ce que, quand tu as ce moment précis de découverte, d'excitation totale, t'as un peu les antennes de critiques qui restent et qui disent, j'aimerais quand même vraiment interviewer cette personne et parler avec elle? Alors ouais, en tout cas, moi, la créatrice de Demon Slayer et les gens du Footable, c'est vraiment des gens que j'aimerais rencontrer, c'est clair. Parce que si dans Question de Cinéma 3, on avait un entretien comme ça, Ah, moi, je serais ravi. tu vois là, Mais le côté vous 21e aimez Demon siècle, Slayer bah, question. ton excitation m'excite. Donc du coup, parce que toi, tu es excité par Demon Slayer, je me dis que là, il faut que je rattrape cette chose-là. Et c'est ça qui est beau, enfin, c'est de la critique, quoi. Même si tu n'as pas écrit un texte là-dessus, il y a un réseau qui se crée comme ça. Mais moi, j'ai pas vu. Et toi? C'est un point aveugle, les animés, faut que je. Moi, c'est un point... Attendez, je suis très franc avec vous. Moi, c'est un point aveugle, mais c'est une découverte. Et d'ailleurs, j'ai un référent animé qui est une amie qui adore ça. Et quand je lui dis, écoute, j'aime beaucoup Demon Slayer, elle connaissait pas. Je lui ai demandé de valider. Elle me dit, mais attends, Nicolas, c'est dingue. C'est extraordinaire. Genre, j'avais examen de passage, quoi. Et c'est Géraldine Pellas qui jouait dans L'Espion. Elle est dingue d'animé. Et donc, je lui ai dit, écoute, je suis zinzin de ce truc-là. Alors, elle, c'est Miyazaki, le grand maître et tout ça. Mais ouais, parce que c'est quand même incroyable. Dans le train de l'infini,
Il y a un moment entier où tout le monde dort, tous les personnages dorment, et on rentre dans leur cerveau. Ça dure, je sais pas, 20 minutes. Donc, quand, quand le cinéma arrive à séduire une large portion du public en étant à ce point radical et expérimental, c'est toujours bon signe. Ouais. Voilà. Donc Kubrick est le premier, hein, on sait tous que 2001 ça a été un immense succès. C'est quand même, ça reste aujourd'hui le film expérimental le plus cher de l'histoire du cinéma, c'est sûr. Et le plus vu Et le aussi plus en vu. termes d'expérimental. Et le plus... Je propose une pause toilette. Moi j'en ai Je suis besoin. pour. Je te laisse faire un peu. Oh, ça devrait le faire encore, On laisse tourner. on est toujours... Non. Non mais moi par exemple je crois que pour le coup animé, en fait, après le problème c'est que c'est un problème même sériel, enfin j'ai vraiment du mal avec la forme sérielle, ou en tout cas faut vraiment que je ça me... on en parlera, moi je suis... Tiens, Je déteste ces séries. Bah en fait moi c'est juste que j'ai pas le temps, enfin il y a un truc Moi qui... je trouve ça bon, chronophage, ça me... En plus je trouve que c'est une forme qui devient invasive sur la manière de faire les films, Ah bah qui totalement. impose des règles qui sont pas les bonnes, qui imposent des principes qui sont mauvais, Oui, non mais je suis assez d'accord. qui réduit l'imaginaire à une fonction de production de sens. Ah bah là... C'est quand même un peu... Là où ça m'a fait vraiment le plus peur là-dessus, c'était Netflix où, avec le Del Toro, enfin le Frankenstein, où en fait, bah, moi en plus je le vois à San Sebastian, donc sur un écran de cinéma. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on allumait la télé. Ou en tout cas, il y avait un truc de. Oui, parce que non seulement Bon, là, ils là, nous c'en imposent est, une forme de récit, mais ils nous imposent une esthétique. Hmm. Qui est HDR, 8K, Ouais, c'est c'est ça. propre, tout doit être propre. Ouais, c'est là où moi je trouve ça presque terrifiant. Mais du coup, après, enfin, bon, pour revenir à l'animé, moi, je pense que là où moi j'ai vraiment un point de contact, c'est Cowboy Bebop, pour le coup. Où là, d'un coup, bah, en fait, on en revient à des obsessions personnelles, où c'est bah, la musique, et puis après, derrière, comment ça... En fait, la musique a construit la série, a construit l'univers musical. Bon, bah, je trouve ça passionnant, quoi, à ce moment-là. Mais après, c'est des animés, enfin bon, des films d'animation très précis aussi, mais ça, c'est encore comme Ghost in a Shell. Mais après, je suis pas allé encore jusqu'à poser au. Enfin, je suis pas encore poussé jusqu'au AV ou à tous les autres formats, en tout cas. Mais oui, oui. Et en fait, je me rends compte que mon rapport à la série, par exemple, est en fait imbriqué au cinéma, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, mes séries préférées sont en fait faites par des cinéastes qui. Les séries qu'on préfère, c'est quoi? C'est Twin Peaks. Oui, bon voilà. On aime quand même assez bien The Wire et Soprano et Mad Men. Ça, faudrait que je m'y mette, ça, parce que du coup, je sais pas encore ce que j'ai découvert, quoi, on va dire. Mais par exemple, le décalogue, en fait, littéralement une suite de 10 films, quoi, presque. Hein, donc c'est presque triché, quoi, de dire que Décalogue est une de mes séries préférées, quoi. Mais, Ah, on parle série? non, mais enfin, là j'ouvrais sur le fait qu'en fait, moi, mon problème avec les animés, c'est que de base, je suis pas très série. Donc en fait, de fait, ça n'aidait pas. Mais Nicolas disait ça aussi. Ouais. Non, série, je réfléchis. Bah toi t'es quand même plus série comme... Enfin t'as une plus forte propension à regarder Ouais, ça ouais, Enfin, par exemple là, nous ce qui nous anime on va dire là, ces dernières semaines c'est Euphoria, enfin c'est la nouvelle saison d'Euphoria. Et en fait je vois bien que moi je suis déjà en train de larguer alors que toi Ouais, t'es mais en dedans. fait, Mais, je pense mais que- c'est encore Moi, une autre Euphoria, proposition. c'est un, Bon, bah, là, on pour est moi, d'accord c'est sur un- le truc, mais- un révélateur symptomatique de ce qu'est la série aujourd'hui. C'est-à-dire que les séries aujourd'hui, elles sont visuellement, moi je trouve nulles. Ah oui, C'est-à-dire elles sont construites à peu près toujours de la même manière, avec une technique qui s'appelle le full coverage, c'est-à-dire que on fait des plans de tout, on couvre tout. Et on a l'impression que Sam Levinson, il dit, moi, je vais pas faire comme les autres. Et donc, tout le monde dit, c'est la série qui a un style visuel. Mais non. Non, puisque le style visuel est le sujet de la série, ça reste une série, en fait. Là où ça m'avait fait vraiment un gros symptôme où je faisais en fait j'y arrive vraiment pas, c'était Game of Thrones où en fait pareil je passe à côté, c'est à dire que Ah, moi aussi, je prends complètement. pas le train en même temps que tous J'arrive mes pas. camarades ou en tout cas avec ma génération, et en fait je découvre
Mon premier épisode de Game of Thrones, c'est l'avant-dernier, un truc comme ça. Ouais, en gros, parce que c'était le moment où en classe prépa passait la dernière saison, et on se dit, tiens, on va le regarder sur un projo, parce qu'en plus c'était à ce moment-là Avec la où, fameuse bataille. voilà, c'est ça, la bataille dans le noir, enfin la bataille dans l'obscurité, et ce truc de dire, en plus je me souvenais des émissions d'Emilia Clarke qui disaient, il faut voir ça sur un énorme écran, et en fait de dire effectivement la valeur cinématographique d'un coup imbrique Game of Thrones. En fait, je vois l'épisode hors contexte, mais d'une manière totalement horrible, parce que du coup, je comprends rien, mais bon, c'est normal. Mais en même temps, je me dis, en termes de mise en scène, je suis pas dedans, quoi, non plus. Enfin, il y a un truc qui m'émeut pas là-dedans, ou en tout cas me donne pas envie après derrière d'imbriquer tout de suite dedans, quoi. Donc, Mais en plus, l'argument de la série qui dit qu'on Enfin, peut bon, développer je- les personnages, tu vois. Ouais. Moi, Bon. si tu veux, dans un film, quelqu'un peut se comporter comme un connard pendant 20 minutes, et tout à coup, il devient quelqu'un de bien, et c'est étonnant. Euh, Si c'est sur 3 heures, et qu'au 4e épisode, il devient quelqu'un de bien, l'effet produit sur le spectateur est le même. C'est juste qu'il a été dilué Oui, pour bien des raisons de fric, de saison, il nous faut tant d'épisodes. Mais l'effet est le même, l'effet dramaturgique n'est pas différent. C'est pas vrai que c'est plus. C'est pas parce que tu passes 3 heures avec un connard qui se révèle être un mec bien, au lieu de 20 minutes, que pour autant tu vas être ému différemment. Moi, je crois pas à ça. complètement. Je prends l'exemple de Monsieur Verdoux, qui est un film que j'adore. Le personnage n'est pas un salaud, mais c'est quelqu'un de très froid, très méthodique, très déterminé dans ce qu'il fait. Il choisit une victime dans la rue, il l'emmène chez lui, il empoisonne, il met du poison dans un verre de vin, il va le servir à la victime. Lui, il s'est pris un verre sans poison, il n'a qu'une attente, c'est qu'elle boive son vin, et puis elle lui parle de son mari qui est mort en prison, qu'elle sort de prison, qui est mort pendant qu'elle était en prison, qu'elle était en prison parce qu'elle a volé une machine à écrire, qu'elle voulait vendre parce qu'il était handicapé. Et il l'écoute. Il a les bras croisés. Et il lui dit, je crois que le vin est un peu bouchonné, on va changer. Et il s'en va. Moi, je suis en larmes à chaque fois. Je me dis, c'est incroyable. C'est-à-dire que sa victime devient un objet de compassion totale. Et lui prend la décision de ne pas la tuer avec cette réplique. Je ne suis pas sûr que si tu fais Monsieur Verdoux en série et qu'au 3e épisode, finalement, il va pas tuer cette femme parce que elle va lui raconter que un truc. Je pense que l'effet même si l'effet n'est pas moins fort que dans Chaplin, quoi. Je sais pas, mais alors peut-être que c'est une manière de voir Hollywood qui est pas la bonne, mais je pense que l'intérêt aujourd'hui, ou en tout cas moi la manière dont je prends de l'intérêt à regarder le cinéma, ou en tout cas même l'imagerie hollywoodienne pour englober la série aussi, c'est quelque chose de très intellectuel et qui est toujours ramené en fait à un système économique. Et pour aller très vite, c'est des gens qui sont pris dans un système économique où ils doivent faire passer les messages en douce, ce qui a toujours été le dit et le cas sur Hollywood. Mais en fait, dans ce cas-là, il y a un rapport très intellectuel aux images et il faut toujours plus décrypter les images d'Hollywood que les autres, en gros. Et je pense que Euphoria, ce qui est passionnant avec cette série, pour en revenir à elle, pour le coup, c'est que si on l'étudie de manière, enfin vraiment avec des critères plutôt objectifs plutôt qu'avec de la subjectivité, la saison 1 révèle la nouvelle génération d'acteurs. Ça, c'est sûr. Et je pense que le style de Sam Levinson, c'est d'abord la vulgarité. Ouais. Et en fait, et c'est là où je comprends que des gens décrochent, enfin, j'ai presque envie de décrocher avec eux, mais l'intérêt est. Enfin, c'est beaucoup trop long pour que ça puisse devenir intéressant de dire, mais en fait, si tu te tapes 3 saisons de vulgarité, à un moment donné, tu comprends comment la vulgarité peut produire quelque chose. Mais Je peux j'adore comprendre. l'épisode dans le diner, l'épisode confinement, là. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ça, Complètement. c'est une merveille. Complètement. C'est à Lartley, Linklater, Ah ouais, d'un non, seul mais coup, c'est clair. il se pose et c'est une pure merveille, quoi. Une pure Et donc, merveille totale, même. En fait, je trouve ça intéressant de regarder Euphoria comme étant une série qui s'est nourrie de ce qu'elle a produit dans le réel pour nourrir les saisons suivantes. Moi, j'aimerais bien un café, c'est possible. Merci. Allongé. Merci. Mais moi, ce qui m'a frappé quand même par rapport à tout ce que vous dites sur le cinéma américain, c'est que depuis 20 ans, j'ai l'impression qu'il est fait de façon assez cynique par des gens très cultivés, qui ont beaucoup d'éducation, qui ont fait la fac et qui
livre les films clés en main. C'est-à-dire livre les films, parfois, ou les séries, avec leur système critique. Comme les voitures avec des airbags. C'est-à-dire que oui, on veut que vous soyez accrochés à ce truc-là. Oui, on a besoin de gagner beaucoup d'argent avec vous. Oui, il faut que vous vous abonniez à Netflix. Mais en même temps, c'est une critique du capitalisme sauvage. C'est une attaque du racisme systémique. On a l'impression qu'ils livrent des objets qui sont faits pour qu'on soit vraiment accro, avec un métadiscours tellement visible que il s'avance comme irréprochable. Et il y a eu un moment donné où la série, le cinéma, la télé américaine était beaucoup plus complexe et varié que ça, parce que les gens qui la fabriquaient étaient d'origine et d'univers tellement différents que ça crée des choses très différentes, quoi. Là, je trouve qu'il y a une uniformisation d'un rapport qualité-prix moral qui est gênant, quoi. Ça me gêne. Donc effectivement, il y a des films américains que j'aime beaucoup, hein. Mais c'est justement là où, par exemple, Euphoria, la saison 3 échappe complètement à tout le monde en même temps. Parce que du coup, Sam Levinson se retrouve avec les acteurs les mieux payés, les plus connus de la planète à l'heure actuelle. Alors qu'il y a 3 ans, c'était des inconnus. Alors, plus ou moins, mais en tout cas, ils n'avaient pas cette valeur-là. Ce statut-là. Et en fait, enfin, moi je trouve que le premier épisode de la nouvelle saison montre ça, mais il doit faire avancer chaque pion un après l'autre. Avec Zendaya qui est forcément au-dessus du lot, vu que c'est la plus connue, la plus chère, etc. Et en fait, c'est presque la plus irréprochable, donc la moins intéressante. Là où par exemple Sydney Sweeney a tellement viré ailleurs que ce qui était déjà en germe avec elle, qui était l'impossibilité de la filmer autrement que sexuellement. Ouais. Là d'un coup ça devient quelque chose de... Alors, c'est de la vulgarité au carré, quoi. Enfin, je veux dire, il essaye de rattraper l'image de Sydney Sweeney dans la réalité, mais comme la réalité est tellement folle aux États-Unis à l'heure actuelle, ça donne des images que les gens ne savent plus lire là pour le coup. Mais bon, encore une fois, il y a toujours ce côté, c'est épuisant de devoir attendre 3 saisons, d'avoir suivi l'actualité. Attendant, on a l'impression que la saison 1, c'est l'émergence de toutes les nouvelles gueules d'Hollywood, et que la saison 3, c'est la gestion de leur emploi du temps, parce qu'elles sont toutes devenues des stars. C'est exactement ça. Et tu te dis, voilà, ça c'est la folie du système américain. Mais c'est là où il devient passionnant, je trouve, l'épisode où la saison 3 montre un peu ce que ces gens-là peuvent faire de leur propre image. En fait, je trouve que c'est presque, on n'est même plus dans l'art, on n'est même plus dans la culture, mais on est dans la mise en parallèle de l'instantanéité des réseaux sociaux mis en série. Et que en fait, cette série n'a de raison d'être et d'être vue que parce que si les réseaux sociaux vont en même temps que ce qui en est dit, que ce qui en a été dit entre les saisons. Et je pense que le cynisme se place même plus dans les images, mais à ce niveau-là, quoi. Oui, je suis d'accord. C'est... Alors, il nous reste exactement 35-40 minutes. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas abordés? Je sais, Corentin, que tu as vu Taj Mahal, ça m'a énormément touché ton message. Je ne veux pas parler de moi tout le temps, mais... Non, mais parce que, en fait, là, du coup, t'en as parlé un peu par biais, mais ce qui fait que le deuxième livre est quand même assez différent du premier, c'est que t'es cinéaste à ce moment-là. Enfin, il y a quand même une bonne grosse partie où tu deviens cinéaste, et en fait, ça colore les questions en ce sens-là, dans le sens où même en t'adressant à certaines personnes, tu parles de Taj Mahal, mais tu parles de cette expérience-là. Et en fait, bon, là, c'est... par plein de biais, on en a déjà parlé sur comment tu penses le cinéma et comment tu veux même le penser au sein de l'industrie française, mais moi ce que je trouve assez passionnant, c'est comment tu arrives à aller tout de suite de se dire je vais en Inde, enfin en tout cas je veux essayer, mais on s'y casse peut-être les dents, enfin, c'est peut-être que tu peux nous en parler à ce moment-là de même la production de ce film, parce que j'ai l'impression que c'est quand même très curieux, et parce que c'est à la fois tourné en France et non, enfin, et en Inde, enfin voilà, donc c'est comment arrive ce film-là, parce qu'après, pareil, Nicolas est assez fasciné sur pourquoi ce film-là, enfin, pourquoi cet événement-là. Oui, voilà, c'est... Alors c'est fou, parce qu'en fait, il y a Espion, qui est un film vraiment qui est fait... Espion, c'est un film qui est... Je le fais parce que je veux faire un film qui ressemble au film que j'ai aimé, donc... Je fais un film Hitchcockien, une histoire d'amour au milieu. Je veux que ça soit en anglais parce que j'ai envie d'être ailleurs. J'ai accès à des acteurs anglo-saxons déments. Je vais à Londres, c'est un tournage absolument, je dirais, épuisant à tous les points de vue. C'est un film très risqué par rapport à l'industrie parce que
c'est pas le premier film qu'on attend d'un cinéaste. Je suis à l'époque un jeune vieux cinéaste ou un vieux jeune cinéaste, peu importe. Et du coup, bon, le film est assez bien reçu. J'ai d'autres idées après. Je vais adapter un roman de David Goodis. J'y arrive pas. Je vais adapter un fait divers. Je ferai peut-être un jour. Et puis j'entends parler de cet attentat à Bombay et quelqu'un que je connais est très proche d'une jeune fille qui, au moment où je suis avec la personne, est dans l'hôtel. D'accord. Et là, je me dis, mais c'est hallucinant, quoi. Mm. Et on est fin 2008, début 2009. Et je me dis, il faut qu'un jour, je raconte cette histoire. Et je veux la raconter parce que je me dis, l'attentat, et c'est avant le Bataclan, tout ça, hein, l'attentat, pour moi, c'est l'allégorie de l'angoisse de la jeunesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que ça va péter, on ne sait pas où ça va nous péter à la gueule et quand ça va péter. Et que ça me paraissait, par rapport à ma fille, qui a votre âge, hyper important de mettre au cœur d'un film une jeune femme, pas un jeune, parce que je ne supporte pas les gens qui disent les jeunes. Les gens qui disent les jeunes n'aiment pas la jeunesse, en général. Donc j'avais envie de parler d'une jeune femme, en me disant, mais merde, comment moi, je vais parler d'une jeune femme. Donc je la rencontre, la vraie. On passe du temps ensemble, on fait un entretien, justement. On fait un très long entretien, on me raconte toute la nuit, tout ce qui s'est passé. Et à partir de là, j'écris un scénario et je demande à l'écrivaine Florence Sévos de m'aider pour que le scénario soit absolument irréprochable, pour qu'il ait une voix féminine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans mon idée, c'est de faire vraiment un film où j'essaie d'être du point de vue de cette jeune femme, vraiment le plus possible, quoi. Et il y a cette idée aussi que, sans doute inconsciemment, ce qu'elle me raconte renvoie à des cauchemars personnels, à des angoisses, à des films de genre que j'aime, quoi. Alors évidemment, La Tour Infernale, Assaut, vous les citez, il y en a plein. Hein. Et d'un seul coup, je me rends compte que c'est vraiment un film d'horreur que je dois faire. C'est pas un document, quoi. Et je me rends compte très très tôt dans la fabrication du film. Je me dis, il y a un moment donné où le film va devoir... Je ne peux pas faire un film à la Paul Greengrass parce que, un, ça va vieillir, et deux, j'ai pas du tout envie de faire ça. Ouais. Et ensuite, si je reste au niveau du fait divers, je passe à côté de ce que j'admire chez Cameron. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui, moi, me bouleverse dans cette histoire, c'est pas de savoir l'origine de l'attentat, le statut de cette jeune femme, c'est comment quelqu'un à 18 ans se retrouve à savoir s'il va vivre ou mourir pendant une nuit. Je trouve que c'est injuste, que c'est d'une violence incommensurable et que c'est en même temps important parce que je sens quelque chose. Je sais pas pourquoi, je sais qu'il y a une urgence à raconter cette histoire. Bon, l'urgence, l'urgence me pète à la gueule. Particulière, ouais. Parce que le film sort quand exactement ? Il sort en décembre 2015, donc après les attentats du Bataclan, oui, alors qu'en fait, il était censé sortir 3 mois avant et moi je voulais qu'on le sorte 3 mois plus tôt. Mais surtout, le dernier plan que je tourne au début décembre 2015 du film, c'est un des derniers plans que je tourne, c'est la terrasse de café vide. Ah putain. Oui, bah ouais, donc oui, c'est... Donc, avant les attentats des terrasses, quoi. Oui, c'est... Donc, évidemment, là, on revient à la musique. La musique, c'est l'art intuitif de mettre en onde un moment ou de traduire en notes un sentiment. Donc, j'avais un sentiment du monde, j'avais une intuition, et il fallait que je fasse ce film. Mais je pouvais pas, j'étais pas en train de dire... Et après, il y a des journalistes qui m'ont dit, c'est un film sur le terrorisme. Je dis non. Bah non. Ah bah non. Oui, c'est un film sur le djihadisme. Non. C'est un film sur l'expérience de cette jeune femme. Voilà. Parce que moi, je considère que... moi, ça, c'est personnel. Quand je vais au cinéma, je recherche une expérience. Comme quand je vais au concert. Voilà. Donc, moi, j'adore l'idée que Jimi Hendrix a pris son groupe The Jimi Hendrix Experience. Moi, je trouve que tous les cinéastes devraient s'appeler Experience. De Martin Scorsese Experience, de Jean-Luc Godard Experience, de James Cameron Experience. C'est une expérience d'aller voir un film. Quand c'est bien, c'est une expérience. Tous les sujets de cinéma doivent nous pousser à expérimenter et à ce que le spectateur partage cette expérience. Donc, c'était clair que pour moi, il fallait que le film soit émotionnellement juste et qu'on ait envie de pleurer à la fin du film, mais que pendant le film, on vive quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience pure, quoi. Auditive, visuelle, sonore, peu importe. Donc, avec le recul, c'était une entreprise vraiment dingue, parce qu'on est allé en Inde filmer l'essentiel. On n'a pas eu accès à l'hôtel pour plein de raisons. Donc, on a construit l'hôtel en studio. C'est ça, oui, ouais. On a maîtrisé le budget du film, c'est-à-dire que le film il coûte 5 millions, quoi. C'est-à-dire que
Il y a des comédies dramatiques en France aujourd'hui qui coûtent 9, 10, Bien 15 sûr. millions, quoi. Donc je sais pas si avec l'inflation, ils coûteraient plus cher. Je suis pas sûr. Il y avait des jours où il y avait 248 personnes sur le plateau, quoi. Et moi, j'ai une énorme admiration pour le cinéma indien. J'aime Ouais. Satyajit Ray, mais j'adore aussi RRR, là, je trouve ça Ramouli, oui, voilà. c'est- démentiel. Et oui. Démentiel. Et on se retrouve encore chez Carlotta. C'est démentiel. Ouais. Là, on a une Non, mais communauté. c'est extraordinaire. Voilà. Non, mais- Donc, et c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est sa capacité à être à la fois extrêmement expérimental et extrêmement grand public. C'est ce qui m'intéresse le plus dans le cinéma. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec mes films. Bon, alors, j'aurais voulu que Taj Mahal rencontre plus le public. Il se trouve que les exploitants n'ont pas joué le jeu, mais que quand j'allais présenter des séances, les salles étaient pleines, donc il y avait une envie pour les gens de se retrouver avec ce film. Et moi, j'ai montré le film à Metz, et après la projection, donc c'était après les attentats, hein. Et un type qui lève le bras, qui me dit voilà, j'étais venu avec la ferme intention de vous casser la gueule après la projection. Je dis ok. Parce que je pensais que vous étiez un petit cynique qui courait sur l'actualité et qui avait fait ce film. Donc la personne, d'où l'importance de faire des livres comme Question de cinéma. Il y a des gens qui pensent qu'entre le moment où on pense à un film et le moment où il est sur les écrans, il se passe 10 secondes, quoi. Ouais, Il y a une méconnaissance totale de ce qu'est le travail du cinéma, quoi. Comme si entre le Bataclan et la projection, j'avais fait le film, quoi. Et donc il me dit non, non, pas du. En fait, non, votre film m'a fait du bien, mon fils a survécu au Bataclan. Et j'ai retourné voir le film avec lui. J'étais là, genre. Ah ouais. Donc j'étais heureux de me dire ça. Et le livre, ça renvoie aussi à ça. C'est-à-dire que je trouve qu'on dit beaucoup de choses sur les cinéastes, on dit beaucoup de choses sur le cinéma, et on a tendance à penser que les cinéastes sont, à cause d'actualités récentes et moins récentes, sont des espèces de démiurges fous furieux avec une emprise folle sur leur entourage et qui ont des grandes culottes de cheval avec des bottes et qui hurlent dans un mégaphone les ordres à l'équipe. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui se comportent mal dans tous les métiers, dans tous les corps du métier. Il y a des boulangers qui sont des connards, il y a des cinéastes qui sont des connards, il y a des politiciens qui sont des connards, il y a des assistants parlementaires qui sont exploités par le député. Enfin, dans tous les corps de métier, il y a des abus et des comportements absolument déplorables. Le cinéaste, c'est quelqu'un qui doit être à l'écoute, qui doit mener une équipe, qui doit mettre ensemble des gens qui n'ont rien à faire ensemble. Il y a un truc mélodique, harmonique, il y a une harmonie à trouver avec les gens qui n'est pas toujours facile à trouver parce qu'on peut faire aussi un mauvais choix et se rendre compte que tel chef de poste, c'est quelqu'un d'extrêmement hostile et paranoïaque, ou que tel acteur qu'on pensait cool quand on faisait une lecture, en fait, il est complètement à contre-courant de ce qu'on attend de lui. Mais c'est un métier très difficile où il faut faire très attention à la manière de s'entourer parce que ça produit aussi l'énergie de plateau qui peut être bonne, qui peut être mauvaise, qui peut être moyenne. Je sais pas si tu avais beaucoup de monde sur tes films, mais il y a des moments où c'est difficile, quoi, de faire un travail à plusieurs, quoi. Et donc, bon, c'est important de parler de ce travail-là avec les gens qui en font partie. C'était ça un peu l'objet du livre, quoi. Et pour revenir à Taj Mahal, j'avais envie de faire un film donc, qui soit à la fois une expérience, à la fois le portrait de cette jeune femme, et en même temps un film qui ressemble au film que j'ai aimé comme spectateur, quoi. Bah, de toute façon, toute la portion dans l'hôtel, en tout cas, est, je trouve, enfin, très réussie à cette image, à cet aspect-là, parce que pour le coup, c'est vraiment toute ta manière de penser l'espace, le rapport au son, et puis même après à la construction de la tension. Enfin, c'est là où je trouve que c'est le plus réussi, le plus. Enfin, moi, c'est là où ça m'a foutu le plus les boules. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'anxiogène et de. Et en fait, enfin, j'envisageais même pas potentiellement si j'avais pas eu la réponse déjà à l'avance que c'était fait en studio, j'aurais peut-être pas imaginé à la base, quoi. Enfin, donc c'est là-dessus, c'est là je trouve la force du film, quoi, en tout cas. C'était aussi le portrait de cette femme. C'est aussi le portrait de Stacey Martin. Et à quelques films près, mais je pense que c'est l'immédiat suivant, elle sort de Nymphomaniac à ce moment-là. Oui. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué quand j'ai vu le film, c'est Stacey Martin de Nymphomaniac. Enfin, je veux dire, comme les films se suivent, qu'elle a vraiment l'exact même visage, c'est le même âge, vraiment, on parle alors, de... Voilà. c'est d'autant plus... Moi, j'ai choisi Stacy avant de voir Nymphomaniac. Ah ouais, mais alors là, t'as eu le pif. Le pif. Ok, ouais. Donc, j'ai rencontré Stacy avant la sortie de Nymphomaniac. Ok. Punaise.
Et donc, quand j'ai décidé que ce serait elle, je n'ai vu Nymphomaniac que 15 jours après. Donc à ce moment-là, t'es... Donc j'ai pas fait le film contre Nymphomaniac. Non. J'ai fait le film parce que j'aimais Stécie, j'aimais son côté anglo-français, parce que ça résonnait avec des trucs personnels. Je me disais, je vais lui faire des parents franco-anglais, alors que la vraie protagoniste avait des parents français. Du coup, ça lui permettait justement d'avoir un point d'identification aussi. Et le plus troublant de l'histoire, ça vous plaît, c'est que la jeune femme qui est depuis devenue chef opératrice, à qui cette histoire est arrivée, quand je lui ai dit, écoute, voilà, l'actrice qui va te jouer, c'est Stécie Martin, il y a eu un long silence au téléphone. Elle était à l'école de cinéma en Belgique, là, voilà, l'ENSAS. Je dis, ça va? Elle me dit, écoute, c'est très troublant. Je suis en train de terminer mon mémoire de fin d'année de l'ENSAS sur Lars von Trier. Waouh. Donc là, il y a un alignement de planètes qui est juste dingue. Ouais. Et elles se sont beaucoup vues. Et beaucoup de gens m'ont dit, pourquoi elle hurle pas, pourquoi elle crie pas. Alors moi, j'ai deux moteurs de discussion par rapport à ça. Un, dans les films de serial killer, il y a un truc qui me gêne des fois, c'est que quand on voit des jeunes femmes hurler, les hurlements vont s'arrêter quand elles vont mourir. Donc c'est quand même un truc qui m'a posé vraiment un problème sur la figure même de la jeune femme dans le film de serial killer. Sachant que de Psychose, c'est pas un homme qui tue Janet Leigh, c'est une femme. C'est pour ça que c'est le plus grand film pour moi. C'est le saison. On en parlera, mais c'est le seul film qui me donne. À chaque fois que j'ai plus envie de faire de cinéma, je revois Psychose. Et l'envie revient à chaque fois. Parce que pour moi, c'est. Par rapport à ce qu'on dit, c'est le film le plus expérimental et le film le plus. Exploitation du monde, quoi. Les deux en même temps, quoi. Donc, déjà, l'idée, c'était une idée théorique, mais c'était une idée importante. Je me dis, c'est quand même, je remarque, les 3/4 du temps dans les films d'horreur, quand quelqu'un hurle, et principalement c'est une jeune victime, quand les cris s'arrêtent, c'est parce que il y a eu un couteau. Même dans les films d'Argento, que j'aime beaucoup, hein, il y a toujours ce côté quand même. Voilà, le hurlement s'arrête avec l'exécution, quoi. Et puis deuxièmement, il y avait la réalité, c'est-à-dire que Stécie et la jeune femme ont beaucoup discuté avant le début du tournage, et elle-même m'avait expliqué, j'étais tellement sidéré par ce qui m'arrivait que d'abord, je voulais pas parler trop fort parce qu'on m'entendait, puis deux, j'étais dans un état de... Elle me dit, je vivais chaque seconde après la précédente, comme une victoire. Donc, j'avançais dans une espèce d'attentisme total qui fait qu'effectivement, j'étais pas là pour... j'étais pas du tout dans une attitude de panique. Bien sûr. Mais c'est marrant, quand j'ai tourné Taj Mahal, j'ai énormément pensé à Cameron, hein, à Titanic et tout ça. C'était inconscient parce que je voyais, puisqu'on parlait pour réajuster avec le livre, ou pour me raccrocher au livre, c'est vrai que qu'en tournant les films, des fois, je me rends compte que les films que je tourne, même le dernier, même la série que j'ai faite pour Arte, me reconfrontent à des choses dont je discute, ou dont j'ai discuté avec les cinéastes, quoi. On avait posé la question à José Luis Guérin s'il avait tout l'argent du monde, quel film il ferait. Et il nous a dit que c'est une question à laquelle il pouvait pas répondre parce que dans l'acte même d'écriture, c'est pas une forme d'autocensure, mais il écrit des choses qui sont réalisables. Il n'écrirait pas un film qui ne pourrait pas monter. Mais la fin de sa réponse, c'était de dire qu'il ferait un film sur la construction d'une cathédrale. Est-ce que toi, si tu avais tout l'argent du monde, tu sais quel film tu ferais? Ah ouais. Moi, je ferais déjà le prochain, qui est un film très ambitieux, c'est un film sur les relations entre les vivants et les morts, à travers 5 histoires qui se passent à 5 époques différentes, dans 5 pays différents. Et c'est un film d'horreur. Et là, qui traite de tous les grands mythes de l'horreur, de la Dame Blanche au vampire, pas de loup-garou, mais quand même, les revenants. Et donc, l'idée, c'est que chaque histoire est en fait assez minimaliste et très intimiste,
mais quand même, ça brosse comme ça, comme un portrait du siècle dernier, quoi. Ou du siècle à venir, peut-être. C'est le film que j'ai le plus envie de faire. C'est un film que je porte depuis 10 ans. Donc, Il est déjà en. il est en recherche de pré-production. financement, on va dire. Ok. Voilà. Et donc, maintenant, moi, j'adorerais faire un western, un film de science-fiction. Ça serait un rêve. Mais vraiment, quoi. Des choses vraiment. Oui, oui, si j'avais tout l'argent du monde, je le prendrais et je ferais vraiment les 5 ou 6 films que j'aimerais faire, quoi. Ok. Tu me donnes le micro, mais. Non, je réfléchis après, mais je sais pas tellement. Ben, Mais, la destination de ce livre, pour moi, elle est vraiment. J'ai vraiment envie. Je dis toujours que ce livre, c'est un manuel. C'est-à-dire que oui, je me enfin, dis, j'ai envie qu'il serve aux étudiants, aux cinéastes, à ceux qui ne s'intéressent pas au cinéma, à ceux qui sont déjà genre en train de tourner un film. Parce que moi, j'ai été très marqué comme cinéaste et comme amateur de cinéma par Notes sur le cinématographe de Bresson, Hitchcock, Truffaut et le livre de Lumet, Faire un film. Pour moi, c'est les 3 livres. C'est 3 livres fondateurs, quoi. Voilà. 3 livres fondateurs de ce qu'est une pratique du cinéma qui est utile Ouais. pour celui qui les lit, quoi. Là, ça me fait rebondir parce que du coup demain tu fais une présentation de Oui. Lula parce que du coup voilà. Est-ce qu'il y a un choix particulier qui a motivé ce film-là ou c'est Je crois que le cinéma, l'école Cinéma Club l'a choisi parce que dans le livre, il y a Nicolas Cage Oui. et Lynch qui sont interviewés. D'accord. Moi, c'est un film qui, à l'époque, m'avait énormément décontenancé parce que j'étais fou de Blue Velvet. Et quand j'ai vu ce rôle-là, je dis waouh, qu'est-ce qui lui arrive? C'est hyper bizarre, ça change tout le temps de tonalité, c'est ultra violent. C'est un film qui m'a perturbé. D'accord. Ouais. C'est pas mon film préféré de David Lynch, loin de là. Mais en même temps, je me dis, là où il est génial, c'est que c'est quand même 4 ans avant Pulp Fiction, c'est 2 ans avant Reservoir Dogs, et il sait que la décennie à venir, ça va être que ça. Oui, Ça va être la parodie, la violence. Donc, il a déjà 5 trains d'avance. Et en cela, le film est génial, parce qu'il anticipe tout ce que va devenir le cinéma américain. Donc c'est un... Pour moi, c'est ce qu'on appelle un grand film malade. Pour d'autres, c'est un film génial. Pour d'autres, c'est un chef-d'œuvre. Mais en tout cas, c'est un film qui déploie comme ça une espèce de programme à venir du cinéma américain, quoi. Tu t'estimes satisfait avec ces 2 livres ou tu penses que t'as pas encore réglé tout à fait la question, que c'est pas encore La question conclu sera jamais complètement réglée. J'aurais toujours envie d'en faire un troisième, d'en faire un troisième, mais déjà, il y a eu 7 ans entre le 1 et le 2, donc laissons les choses. J'aimerais bien que la sortie du 2 pousse les gens à lire le 1, mais je pense je pense que c'est possible. Et en fait, je suis très surpris d'entendre des gens me dire que soit ils aiment autant le 2 que le 1, soit ils aiment peut-être parfois plus le 2 que le 1. Moi, j'ai aucun avis sur la question. Voilà. Aucun. Mais dans tous les cas, s'il devait y avoir un troisième ou quoi, ce serait toujours des archives, tu ne ferais pas de. Non, nouveaux là, entretiens regarde, pour celui-ci, par exemple, pour le 2, j'ai fait des entretiens vraiment spécifiquement. Dans le but de. Oui. Ok. Peter Suchitsky, Walter Murch, vraiment, c'est pour le livre. D'accord. Douglas Trumbull, c'était trop long ce que j'ai fait pour l'eBay, donc je savais qu'il fallait que je le conserve pour plus tard, Ouais. heureusement. Et donc là, s'il y avait un troisième, je ferais oui. J'essaierais d'aller vers des gens que j'aime et de faire un dialogue avec eux, quoi. Ok. Ah bah, c'est le mot de la fin. C'est quand même